Une production du Studio SF. Bienvenue au Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. That's it, je suis Dumplante avec moi, PH Quentin. Et cette semaine, PH... New Year, New Me. New Year, New Me. PH voulait avoir le privilège de présenter l'invité parce qu'il l'aime beaucoup. Alors, qui on reçoit cette semaine? Ça faisait longtemps que j'avais pas été excité comme ça par un invité qu'on recevait. On a reçu Mathieu Blanchard, qui est un ultra-marathonien à élite, en fait, qui est à un niveau international, qui est arrivé entre autres 3e au Ultra Trail du Mont-Blanc, la plus prestigieuse course de ultra au monde. Donc, un vrai crinqué, je pense qu'on peut dire un vrai crinqué. On a parlé évidemment de son parcours en tant qu'ultramarathonien. On a parlé du film qu'il a fait qui s'appelle Confiné, qui est disponible sur Vimeo en ce moment si vous voulez vous en le regarder en fait. Il a fait 650 km dans le parc de la Gaspésie en 7 jours, donc c'est le plus rapide à vous l'avoir fait. Un film magnifique, honnêtement. Un film qui peut s'écouter comme un trailer, comme Dom l'a écouté. Yeah. Puis ensuite, on a parlé évidemment de l'impact du sport dans nos vies. On a parlé de comment ça pouvait nous grounder. On a parlé du dépassement de soi, de l'atteinte des limites, de repousser la limite de l'homme. Ouais. Puis c'était vraiment fascinant. Une belle leçon de résilience, de travail, de dépassement de soi. Moi, j'en ressors de ce podcast-là complètement crinqué. J'ai le goût d'atteindre tous mes objectifs, j'ai le goût de dépasser mes limites. Puis j'espère que ça va faire ça vous autres aussi. Puis ça encourage à écouter le podcast au complet. Je pense que c'est l'épisode complet d'en ressortir crinqué. Il y a vraiment du bon stock là, qu'on a discuté plus loin dans le podcast. Fait que... Puis honnêtement, Dom, t'as souvent des réflexions extrêmement pertinentes et intéressantes, mais je pense que pendant le podcast, t'as sorti probablement la réflexion la plus pertinente que tu as sortie depuis il y a longtemps, je pense. Fait que, essayez de le repérer. Stick around for à l'intérieur du podcast. My genius. Yes. Fait que, avant d'aller écouter le podcast, je veux vous présenter un projet qui m'est cher. Fait que restez là. Grosse annonce pour moi cette semaine, je lance ma nouvelle compagnie Upika avec mon nouveau produit, le premier Upika Endurance. C'est quoi Upika Endurance? C'est un carburant pour les sports d'endurance. Quand je parle de sport d'endurance, c'est tous les sports de 45 minutes en montant. Donc, course à pied, vélo, natation, escalade, boxe, etc., etc. C'est quoi exactement? C'est une poudre tout en un que vous mettez dans votre bouteille d'eau, dans 650 ml d'eau. En fait, un scoop à chaque 45-60 minutes d'entraînement. Là-dedans, on a 25 grammes de glucides, donc votre énergie dont vous avez besoin pour l'activité. Dans les 25 grammes de glucides, on a 16 grammes de dextrine cyclique, qui est un glucide à absorption rapide et à vidange gastrique rapide. Donc, ça reste pas dans l'estomac, puis ça vous donne pas mal au cœur à force d'en prendre en continu. On a 300 mg de sodium qui vient de sel rose d'Himalaya pour la rétention d'eau, pour éviter de perdre toute votre eau quand vous suez. On a des électrolytes en quantité considérable, donc assez pour que ça fasse une différence. Des fois, il y a des produits avec des électrolytes qu'ils en mettent juste pour dire qu'ils en ont, puis ça fait zéro différence. Donc, on a ça là-dedans. On a en plus un ajout de taurine, de vitamine B, de vitamine C pour garder l'endurance musculaire, en fait, tout au long de l'activité. Donc, c'est un produit vraiment tout en un, optimisé. C'est un produit premium pour ceux qui prennent leur entraînement au sérieux ou ceux qui veulent au moins carburer à la hauteur de leurs efforts. On a 2 saveurs. On a punch aux fruits, on a citron lime, je sais pas si... oui, c'est ça, c'était les bons devant moi, ceux qui sont sur YouTube. Donc, punch aux fruits, citron lime. Allez sur le site upika.ca pour plus d'informations et pour vous procurer ces produits-là, je vous garantis, moi, avant de les faire, en fait, en les faisant, j'ai testé tous les produits sur le marché, ou presque tout, du moins. Puis, honnêtement, on est arrivé à la formule idéale. Pour vrai, c'est la meilleure chose que j'ai testée. Puis ça fait longtemps que je fais du sport. Là. Ça va faire plus de 25 ans que je fais du sport à un niveau somme toute élevé. C'est la meilleure chose que j'ai testée pour, pendant l'entraînement, maximiser vos performances, en plus de maximiser la récupération. Essayez ça, puis vous allez tout de suite comprendre qu'est-ce que je veux dire. upika.ca.
Et, On peut continuer ce qu'on disait. Ouais. Et natation, et puis ça me faisait rire parce que c'est hyper ingrat. Là, tu parles, je sais pas c'est qui parlait de. T'étais à la piscine avec une fille qui nageait, ça avait pas de bon sens comme elle te défonçait. Ah ouais. Et moi, je nageais parce que j'ai essayé de faire un Ironman pour m'amuser l'année dernière. Et puis il fallait que je m'entraîne à nager, tu vois. Et puis j'allais nager avec mon amie Marianne Hogan, qui est une nageuse depuis toujours là, qui est une triathlète, qui était une triathlète pro. Puis je comprenais pas, ça me rendait fou, quoi. Là, la vie, en 1 minute, elle est à l'horizon, elle a disparu et je m'arrache, putain. Et puis je suis quand même costaud, tu sais, j'ai fait des sports du haut du corps avant et puis je suis quand même solide, tu vois. T'as même fait des sports aquatiques aussi. Ouais, des sports aquatiques, mais je nage et puis je comprends pas comment en 3 coups de main elle peut aller aussi. Et puis ses pieds ils bougent même pas, je comprends pas. Mais la natation, c'est extrêmement technique, puis j'ai l'impression que c'est comme quelque chose que si tu l'as pas développé jeune, cette motricité-là, puis cette espèce de compréhension-là de l'eau, c'est difficile à comprendre plus tard. C'est comme apprendre une langue quasiment. Non, c'est je pense que c'est le sport techniquement le plus long. Je t'ai rendu à me dire c'est pas possible, leur peau est différente à ces gens-là qui nagent aussi vite. C'est parce qu'ils ont des peaux comme les requins là qui glissent dans l'eau. Je peux pas y croire. Qu'en un coup de bras ils font 2 mètres d'un coup comme ça et puis moi je fais 50 cm. Est-ce que tu l'as fait l'Ironman finalement? Ouais, je l'ai fait. C'était en 2020 là. L'année Covid ou L'année Covid, exact. Okay, et puis en préparation de ma grosse aventure GR là, comme j'avais prévu de. Mon but, c'était pas un kilométrage hebdomadaire pour faire ces 650 km, mais c'était plus une durée quotidienne de courir entre 15 et 20 heures par jour. Mais pour courir 15 à 20 heures par jour, je pouvais pas m'entraîner à courir 15 à 20 heures par jour. Il fallait que je diversifie les sports. Et c'est là que j'ai commencé à faire du vélo et de la natation. Et au début, j'avais pas l'objectif Ironman, mais j'allais nager tous les matins à 6 heures du matin dans le Saint-Laurent, là. Et puis c'était horrible parce qu'en plus je pouvais pas écouter de podcast et tu peux rien faire, tu peux pas écouter rien quand t'es en eau. Tourner en rond autour des bouées là. Le retour c'était cool parce que je passais la digue et puis il y avait le courant qui me ramenait jusqu'à ce que je me dise mais mets-toi un objectif de faire un triathlon quoi. Et puis ça a tout changé le lendemain quand je suis retourné et que je m'étais dit ok je vais aller faire l'Ironman de Mont-Tremblant en off parce qu'il était annulé. Hein. Mais j'ai pris plaisir à aller nager et à faire des heures et des heures de vélo, quoi. Et donc, je suis allé faire l'Ironman de Tremblant, je crois, le jour qui était prévu, mais annulé. Puis, on a fait le parcours officiel. Est-ce que vous étiez plusieurs à le faire? Oui, moi et ma copine Marianne, quoi. Marianne, ouais. C'est fou, pareil. Le mindset qui change quand tu as un objectif, là. Moi, je l'ai vécu beaucoup quand je nageais, là, pour être capable de me motiver souvent, quand je nageais dans l'entraînement, je me voyais faire ma performance tout le temps. Toi, c'est quelque chose que tu fais, mettons, quand tu vas courir, quand tu jogues, quand tu vas faire, mettons, des gros trainings 100%, surtout sur les gros objectifs. Là, déjà, là, je pense à cette UTMB 2022 où je vais retourner. Là, mes entraînements, actuellement, je fais déjà de la visualisation. Je suis en train de courir sur le Mont-Royal et puis chaque montée où je souffre un peu, où je me pousse, je me dis là, ce que tu es en train de développer au niveau de tes petites jambes, de tes mitochondries, de ton moteur, ça va te servir à pas souffrir pendant ces montées à l'UTMB. Donc oui, après, moi je suis entièrement d'accord que si on n'a pas un objectif en tête, c'est dur de s'entraîner. Ouais. Mais par contre, pour moi, là, c'est pas obligé que ce soit un objectif de compétition ou de course. Ouais. Ça peut être un why totalement différent, là, mais il faut qu'il y ait une raison, quoi, une raison de sortir parce que c'est pas confortable d'aller faire de l'endurance pour personne, mais dès qu'il y a un objectif, tout de suite, c'est plus facile. Qu'est-ce que ça veut dire une raison? As-tu des exemples, mettons, de raisons qui peuvent être des ça raisons? Ça peut être la raison la plus banale de toutes. Moi, c'est celle qui a fait que j'ai commencé à courir, c'est de perdre du poids et de rester en forme. Hein. C'est très banal, mais ça peut être une raison valable. Il n'y a pas de jugement sur ça, là, mais c'est la raison la plus classique, rester à santé et perdre du poids. Donc ça peut être un pourquoi fort au début. Après, il y en a beaucoup aussi. Hein. Ça peut être le lien social est très fort en tout cas dans mon sport, dans la course à pied. Là, il y a beaucoup de coureurs autour de moi qui se retrouvent, l'effet de groupe, le mardi soir, le mercredi soir, dans des social run group pour aller courir parce qu'ils vont se jaser pendant 1 heure et utiliser le prétexte de la course pour aller se rencontrer. Puis c'est gagnant-gagnant parce que tu fais ton activité physique, tu nourris aussi ton besoin de lien social en même temps. Donc ça peut être un pourquoi très fort aussi. Ouais. Il y a aussi prendre une revanche sur la vie par rapport à une maladie. Il y a aussi s'engager dans un projet. Il y en a beaucoup qui font ça aussi, aller se dépasser sur un objectif un peu dingue pour faire une levée de fonds, pour avoir un peu un esprit philanthropique parce que de proche ou de loin, ils ont été touchés par quelqu'un qui a pas eu la même chance que dans la vie. Et puis, il y en a énormément. Ouais. Ce qui est important, moi je le fais chaque année, en général c'est en décembre, c'est dans cette période hivernale où on est un peu plus relax et puis on est moins stressé par les objectifs. C'est justement de faire un bilan sur l'année. Là. Il y a quelques outils
sur ton année précédente, sur voilà, qu'est-ce qui s'est passé pour redéfinir ton pourquoi chaque année, parce que c'est ce qui va vraiment te motiver à en faire beaucoup plus que ce qu'il faut faire si tu veux progresser, tu vois. Et donc moi je fais cet exercice-là, vraiment, un papier, stylo, ok, 2021, c'était quoi mes plus grosses émotions? Je tire une ligne au milieu, tu vois. Les émotions méga positives en haut, les émotions méga négatives en bas, il faut les écrire, les négatives aussi, parce qu'elles peuvent avoir un impact sur ton pourquoi. Tu tires la ligne sur l'année. Puis c'est pas obligé que ça soit les trucs incroyables, c'est pas forcément la ligne d'arrivée d'un UTMB ou d'une course folle, ça peut être un truc très très banal qui s'est passé à un repas de famille, peu importe. Puis avec tout ça, tu finis par trouver mais qu'est-ce qui t'anime là, et tu redéfinis tes pourquoi de l'année d'après qui vont t'aider à te lever tôt le matin. Il faut que le pourquoi soit fort quand même, parce que les sacrifices puis l'engagement que ça demande est tellement immense qu'il faut que le pourquoi, il faut que la raison, elle soit forte. Soit forte pour toi, ouais, c'est ça. Ouais. Pour toi, il peut y en avoir plusieurs, hein, d'ailleurs, des pourquoi aussi. Il n'y en a pas qu'un, il peut y en avoir plusieurs, mais pour toi. Il y en a pour qui ça peut être très banal comme raison, mais si toi tu y crois, mais tu t'en fous du jugement là, et puis c'est ce qui va te permettre de vraiment te motiver. Ouais. Puis toi, dans ton bilan de 2021, il y a eu évidemment des émotions extrêmement positives, j'imagine, avec tous les succès, puis pas mal le breaking out de ta carrière d'athlète professionnel, mais quelles sont les émotions plus négatives que tu as réussi à cibler, puis ceux que tu veux nous parler, évidemment, puis comment est-ce que tu les transfères dans tes objectifs ou ta ligne directrice dans l'année qui s'en vient pour essayer de ne pas les reproduire ou du moins essayer d'apprendre d'eux autres? C'est une très bonne question, et puis en général c'est des sujets un peu plus intimes, mais c'est vrai que ceux que tu veux nous partager. Mais tu sais, c'est depuis 2 ans là, avec ces périodes de pandémie là, tu sais, pour un athlète de haut niveau, c'est compliqué. Bon, moi je suis quelqu'un qui est toujours très optimiste et qui réussit à transformer des situations très négatives en situations assez positives. Mais on essaye de sourire, mais le backstage est quand même compliqué là. Quand tu t'engages sur des courses, tu mets corps et âme dans ton dévouement pour ton sport, puis t'es pas tout seul, hein, t'engages avec toi, tes proches, ta compagne, tes amis, ta famille doivent te soutenir là-dedans. Ils font tout le monde est là-dedans, c'est central dans ta vie. Là. Voilà, et puis quand le déroulé ne se passe pas comme prévu à cause d'une situation externe, ben c'est sûr que c'est difficile. Alors, c'est sûr qu'en 2019-2020, ça a été des années très difficiles pour moi. 2019, c'est l'année où ça a été la grosse transition, un petit peu où j'ai quitté la vie de bureau classique, là, voilà. Mais je me suis blessé, donc ça a été une année en demi-teinte. 2020, Covid, et puis j'avais quitté pour justement réorganiser mon temps pour faire des choses grandes dans ce sport. Puis ça a pris, faut être patient, hein, 2 ans sans qu'il se passe rien. Bon, 2020, j'ai quand même réussi à transformer quelque chose à travers l'aventure, tout ça, il y a eu on va en reparler de belles choses. Mais voilà, j'attendais vraiment 2021 au tournant. Et puis après, bon, l'année, dès le départ, tu vois, je me suis vraiment fait un gros entraînement hivernal comme jamais. Puis première course de l'année, j'arrive aux Canaries et puis je fais des erreurs de débutant, tu vois. C'est ça aussi des fois. Quand t'as une certaine notoriété dans le sport, tu vas te faire inviter facilement dans des beaux hôtels et tout, et ça peut être à double tranchant, tu vois. Voilà, tu peux trop en profiter. Et ce fameux petit déjeuner brunch, tu sais, illimité le matin, qui est envie de tout manger, ben il faut éviter de le faire le jour de la course. Un bon grand verre de lait. Là. Voilà, non, et puis voilà. Et puis j'ai toujours eu le ventre assez costaud, et puis je me faisais trop confiance. Puis voilà, là c'était. Puis gros échec, tu vois, la course n'a pas été à mes ambitions. Et puis je me suis dit, finalement, c'est la 3e année que ça recommence. Depuis que j'ai quitté ta vie de bureau. Ma vie de bureau, et ça fonctionne pas, là. Et ça donne raison à tous ce qui m'énerve, c'est que ça donnait raison à toutes les personnes qui m'encourageaient pas dans cette démarche. Bon, c'est pas en territoire nord-américain que ça se passait, mais c'était plus du côté de l'Europe. Mais ça commence à être pesant, tu vois, et... Donc il y a eu ça. Après, je suis retourné encore en Polynésie. Chaque année, je vais là-bas parce que c'est un territoire qui est très fort d'un point de vue énergétique là, et je repars de là-bas très crinqué. Et ça te remplit. Voilà. Et encore une fois, je suis allé et là, j'ai regagné ma course. Ça m'a remis en confiance. Je suis reparti. Et non, c'est ça. 2021 là, les émotions les plus négatives, c'est surtout le manque de confiance, le manque d'estime de soi, le doute qui était
très pesant et qui m'a beaucoup pesé. Puis j'ai beaucoup pensé à ça, comment j'ai réussi à passer à travers, comment j'ai réussi à bâtir ma confiance. Et aujourd'hui, grâce aux expériences qui sont arrivées après, notamment l'UTMB qui a été un tournant de ma carrière, j'ai pris confiance, j'ai bâti mon estime de soi, et puis voilà, ça a été les moments marquants. Et c'est aujourd'hui, voilà, mes pourquoi pour 2022 repartent avec un Mathieu beaucoup plus solide dans sa tête et puis qui a confiance en lui. Donc c'est sûr que ça soulage beaucoup dans ce qui va venir, quoi. Ouais. Moi, je t'ai découvert au Ultra Trail du Mont-Blanc, donc le UTMB qu'on parle depuis tantôt, pour ceux qui nous écoutent, parce qu'on n'est pas un podcast spécifique à Ultra Trail, là, fait que peut-être qu'il y en a dans nos auditeurs qui ne savent pas de quoi on parle. Moi, c'est là que je t'ai rencontré pour la première fois de façon unidirectionnelle, où est-ce que j'écoutais le broadcast de chez nous. Dans le fond, je regardais la fin de la course ou les dernières dizaines de kilomètres, puis là, Mathieu Blanchard, France, OK, c'est bon, comme ça va bien, ça a l'air de bien aller, négatif, il dépasse des gens. Puis là, amené sur le broadcast, il mentionne que tu habites au Canada. Puis là, je fais, un Français qui habite au Canada, il doit pas habiter à Calgary, là, tu sais, il doit habiter à Montréal. Fait que finalement, j'appelle un de mes potes qui est dans l'ultra, puis qui connaît ça, puis il me dit, ah non, il vient de Montréal. Je fais, quoi? Il vient de Montréal. Puis là, un gars qui habite à Montréal, qui arrive 3e à l'Ultra Trail du Mont-Blanc, ça, pour le reste de ta vie, ça va être probablement, peu importe ce qui arrive après, ça va être le moment pivot, j'imagine, dans ta carrière d'athlète, parce que pour ceux qui nous écoutent, c'est le Super Bowl là, des Ultra Trails. C'est la plus grosse course au monde, puis d'arriver 3e avec un temps qui aurait gagné à d'autres années, c'est assez incroyable. Puis je t'entendais sur le podcast de Jean-Philippe Vautier, où est-ce que tu disais que tu avais jusque-là, puis ça rejoint un petit peu ce que tu disais, le syndrome de l'imposteur quand tu arrivais sur ces courses-là en disant j'ai pas d'affaires à ta côté de François, de Jim, c'est les légendes du sport. Qu'est-ce que je fais ici? J'imagine que ça t'a vraiment conforté dans le fait que tu avais ta place là de faire cette course-là. Oui, vraiment, 100%. Ça a été le tournant. Et puis, tu sais, j'ai pas de gêne à le dire, tu sais, vraiment ce syndrome de l'imposteur là, c'était, tu remarqueras sur les courses un petit peu de catégorie B et C où il y a quelques bons coureurs, mais pas non plus toute la crème de la crème. Je n'ai pas de gêne à me mettre en front, tu vois. Ouais. Mais tu remarqueras, partir devant, avec des grandes foulées dans le premier 10 mètres. Voilà, mais ces grosses courses là, j'ai toujours eu, tu vois, mais même quand je me revois sur les images là, je suis toujours en seconde ligne, la tête un peu baissée, les yeux par terre, parce que je supporte pas ce regard de ces légendes qui m'inspirent énormément et qui j'arrive à lire, j'ai assez cette sensibilité là pour lire dans leurs yeux que ils se disent ok, toi je te connais, ouais. Mais toi t'es qui, quoi, qu'est-ce que tu fous là, t'es qui. Alors j'ai la chance d'être là parce que j'ai couru assez vite dans d'autres courses pour avoir des points qui fait que j'ai un dossard pour être à cet endroit là à ce moment là, mais personne me connaît, donc c'est très très pesant et ça crée une anxiété, un stress qui te tire de l'énergie et qui te fait mal au ventre avant même d'avoir commencé, dont tu n'as pas besoin pour ce genre d'épreuve. Et oui, l'histoire, tu l'as évoqué, là, la suite, terminée sur le podium de cette course, tout de suite, c'est là où... Et puis même, ce qui est drôle, quand je suis arrivé, je me souviens, je parlais avec le manager de Salomon et je lui dis, comme d'habitude, tu vois, j'avais encore un petit peu mon petit syndrome, et puis c'est ce que j'avais fait dans un autre UTMB où je m'étais bien placé là, la première fois. J'ai dit oui, je suis arrivé en 3e position, mais c'est parce que les légendes ont abandonné, ou ils ont eu des problèmes, tu vois. Puis c'est là où ça a été vraiment très fort ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, mais non Matt, ton temps. Regarde ton temps là, 21h et des poussières sur une autre édition, c'est un temps qui te permet de gagner. Et là, c'est vrai que les jours qu'on suivi, ça a permis de un petit peu cheminer. Et puis aujourd'hui, je suis beaucoup plus en confiance. Et puis je sens que lorsque je serai sur une ligne de départ, tu vois, tu parlais de Jim Walmsley, on s'est retrouvés en Afrique du Sud ensemble il y a un mois. Je suis arrivé, il me connaissait, on s'est parlé, on a reparlé de l'UTMB, il s'est rappelé du moment où je l'ai doublé après Courmayeur, et puis tu vois, ça change tout. Et là, je l'ai senti, je suis parti à côté de Jim à l'Afrique du Sud et j'avais plus cette sensation. Donc ouais, confiance, estime de soi dans le monde du sport, comme dans beaucoup de... C'est comme dans tout. Hein. Hyper important, c'est hyper important, et c'est très difficile de trouver la manière de
de construire ça. Et puis, moi, le déclic, ça a été de faire un podium sur une course. Alors, je sais pas si c'est la bonne manière ou pas, mais en tout cas, ça peut être aussi banal que ça, de juste faire une position ou un temps qui va tout changer, quoi. Tu as senti aussi que le regard que les autres portaient sur toi, tu sais, de cette royauté-là ou ces meilleurs-là de ce sport-là, que maintenant, tu senti que tu étais comme rentré dans le club du jour au lendemain ou 100%, parce que le lendemain, il y a eu les podiums, puis on était les 10 premiers à monter pour faire la cérémonie, et on avait une tente un petit peu cachée, puis ils sont tous venus me voir en me disant ouais Matt, bravo pour ce que t'as fait, on s'attendait pas, outsider, très très beau, très impressionnant, très inspirant, blablabla. Puis quand c'est un François Den qui vient te voir et qui te dit ça, tu fais waouh, ok, j'y suis. Et les semaines qui ont suivi, tu vois, sur les réseaux sociaux, des stars m'ont écrit de ce monde-là de l'ultra trail, enfin des stars de l'ultra trail, là, pour me dire bravo, super ce que tu as fait, très inspirant, hâte de me confronter à toi en compétition en 2022, quoi. Donc c'est ouais. L'Ultra Trail du Mont Blanc, c'est absolument insane. Moi, j'ai essayé l'année passée de faire le 80 km du Ultra de Bromont. Puis j'ai abandonné à 56 km parce que j'étais complètement sauté. L'Ultra Trail du Mont Blanc, c'est 170 kilos. 172 le parcours officiel, exactement. Bon, avec on est rendu à 2 km près. Rendu là, on calcule plus. Avec combien de dénivelé positif? 10 000. C'est absolument débile, cette grandeur-là là, de choses. Puis, comment, à l'intérieur de cette course-là, est-ce que tu gères? Parce que au-delà de tout ce qui est technique, mettons l'entraînement, évidemment, la nutrition, ces choses-là qui doivent être prises en compte puis qui comptent pour beaucoup dans une performance comme ça. Mais c'est tellement long que tu dois avoir des hauts et des bas vraiment, vraiment marqués pendant la course. Puis des fois, des bas, ça doit pouvoir durer 20 kilos, là, 30 kilos, 5 heures de down à te dire que ça finit. Puis au final, tu t'en ressors de ça. Comment tu gères ça dans une course de cette amplitude-là? Parce que c'est sûr que t'en as, à moins que je me trompe, là. Non, c'est sûr. Et puis, si tu as fait Bromont et que tu as abandonné, je pense que tu as dû passer par un bas qui a fait que tu as abandonné. Oui, mais j'ai pas arrêté sur un high, là. C'est ça. Peut-être qu'avec l'expérience, si tu continues à explorer je suis inscrit au 125 de l'UTHT. Mais peut-être que la prochaine fois, lorsque tu vas ressentir exactement ce même down que tu as eu à Bromont, comme tu l'auras déjà eu une première fois, tu auras déjà... une marque en toi, dans ton cerveau, dans ta sensation de douleur, dans ce que tu as vécu, qui sera déjà un vécu, donc une potentielle accoutumance. Et donc, avec le temps et l'expérience, ton rapport à la douleur physique et mentale, énergétique, va évoluer, ou ça va devenir, sur une échelle de 5 sur 10, un 8 sur 10 douloureux, au bout de quelques années, va devenir un 3 sur 10, tu vois. Et c'est que, pour moi, on grandit aujourd'hui dans des sociétés tellement protégées, avec beaucoup d'hygiène autour de nous, qui fait que quand on est enfant, on ne tombe pas, on ne se casse pas assez la gueule par terre, et puis on finit par découvrir des vraies douleurs, un peu quand on se met dans des sports comme ça, assez tard dans la vie, quand on se pousse, et puis on ne s'est pas accoutumé à ça dans notre jeunesse, mais en tout cas, moi, c'est mon expérience aujourd'hui, là, et puis c'est mon expérience, là, c'est pas forcément validé scientifiquement ce que je vais dire, mais j'ai l'impression que mon rapport à la douleur évolue avec le temps. Donc, c'est ça, pour répondre à ta question. Lorsque je vais être dans un down, dans une course, une douleur... Il n'y a que la blessure qui va m'arrêter au final. Une vraie blessure, c'est-à-dire une jambe pétée, là je vais m'arrêter. Ouais. Mais si c'est une crampe, une tension dans un muscle, ma tête qui veut plus, une envie de vomir, c'est pas suffisant pour me faire arrêter. Et avec l'expérience, j'ai appris que voilà, la logique voudrait que ça soit une courbe qui parte d'un certain niveau d'énergie et peu de douleur de la ligne de départ jusqu'à la ligne d'arrivée, où ça va être juste une courbe descendante, descendante jusqu'aux enfers. Mais alors en fait, c'est pas du tout ça, c'est hyper magique, et puis c'est incompréhensible pour moi, ça va être plutôt une sinusoïde. Tu comprends pas pourquoi tout d'un coup, à la 8e heure, de la 8e à la 10e heure, ça va pas du tout, t'as envie de vomir, t'as mal partout, et tout d'un coup, à la 10e heure, parce qu'il se passe,
ça va bien, t'as plus aucune douleur, t'as un niveau d'énergie de dingue et tout, et puis c'est ça. Donc ça, tu l'apprends avec le temps, que cette courbe, elle n'est pas descendante, et que c'est plutôt une sinusoïde qui peut revenir, et donc tu sais que quand t'es dans un down, tu vas toujours y avoir un up après, toujours, à moins que ce soit une blessure, mais sinon, il va toujours y en avoir un. Donc ça, quand tu le sais que dans l'expérience, l'accoutumance à la douleur, plus tu sais que tu vas avoir un up après, ben... tu dis, bah, c'est cool, là, c'est le moment où je vis ma douleur. Tu l'acceptes. Si tu trouves aussi après des... moi, je prépare avant des balles, des weapons positifs, tu vois, des raisons. Je fais, mais pourquoi aussi pour chaque course? Pourquoi je vais à cette course? Qui y a? Et donc, quand ça va pas, je me nourris de ces balles positives que je m'envoie, là. Et puis, un truc qui est très puissant, je me dis... moi, là, la douleur, ça intensifie un petit peu. Je me sens encore plus vivant, là. Ça peut paraître un peu sadique, là, mais je me dis... un petit peu. Profites-en de cette douleur parce qu'elle va pas durer. Là, tu te sens vraiment vivant, tu te sens sur Terre. Là, t'es pas en train de rêver, tu vois. Et c'est cool, finalement, de ressentir la douleur. Je veux pas que ça soit quelque chose de... l'interpréter comme quelque chose de négatif. Et au final, je joue avec ça. Et ça passe très bien. Juste pour revenir sur l'UTMB, tu avais aussi une question qui disait comment gérer une course aussi longue, tout ça. L'UTMB, souvent on l'a décrit comme c'est les médias qui connaissent rien là-dedans, vont dire c'est la course la plus dure du monde, blablabla. Non, c'est pas la course la plus dure du monde, c'est la course la plus prestigieuse, la plus fame, parce qu'il y a tout le monde qui est là. Voilà, c'est comme tu dis le Super Bowl, mais ça va pas être forcément le match le plus dur. Mais alors, la particularité qu'a l'UTMB, tu disais 10 000 mètres de dénivelé positif, mais donc ça c'est la description qu'on donne d'une course. Mais quand c'est un cercle et que tu reviens à ta ligne de départ, ça veut dire que tu vas avoir autant de dénivelé négatif. Fait qu'au final, en cumulé, tu as 20 000 mètres de dénivelé. Et le dénivelé négatif est beaucoup plus traumatisant que le positif. Parce que le positif, au final, tu vas marcher un petit peu parce que c'est trop à pic. Ou tu vas être sur un rythme, parce que comme tu sais que c'est un ultra, tu peux pas faire monter les tours de ton cardio. Donc moi, la montée, c'est le moment où finalement je mange, je chill, tout va bien. Mais la descente, c'est là qu'il faut envoyer la sauce. Parce que c'est là que tu peux perdre beaucoup de temps, tu vois, et c'est là que des descentes 10 km verticales, là, tu fais ce qu'on appelle un mouvement excentrique du muscle, c'est-à-dire que la contraction s'étire, et c'est hyper traumatisant pour les muscles, donc voilà. L'UTMB a cette particularité que le trail, ça se fait en nature, ok? Et au Québec, tu disais tout à l'heure que moi j'ai grandi au Québec en tant que coureur de trail, et c'est grâce, je pense, à cette culture, cet état d'esprit, et surtout au terrain québécois qu'aujourd'hui, je me suis forgé dur dans le métal, tu vois. Je peux vous dire, pour avoir fait le tour du monde de toutes les courses possibles imaginables, le bois québécois, il n'y a rien de plus costaud et rien de plus technique. Les racines, la boue, les roches, l'humidité, la chaleur, les virages, c'est claustrophobique, là, la forêt québécoise. Et puis le seul endroit où j'ai retrouvé des terrains aussi difficiles et qui te rentrent dedans, c'est la jungle dans les Caraïbes, tu vois. Donc très, très, très costaud. Et dans ces courses-là, il y a tellement d'obstacles que en fait, tu voudrais aller vite, mais tu peux pas, malgré ta capacité cardiovasculaire, tu es freiné par des obstacles. Des racines, des roches, de la boue, il y a quelque chose. Donc, tu es tout le temps freiné. L'UTMB a cette particularité qu'il n'y a pas d'obstacles. Voilà, il y a du gros dénivelé, c'est en montagne, mais c'est des chemins qui sont empruntés par des milliers et des milliers de randonneurs chaque année, parce que faire le tour du Mont Blanc est une randonnée très classique dans ce monde-là. Et donc, les chemins sont assez tapés et sont assez propres. Mais c'est très sournois, parce qu'au final, comme tu n'as pas ces obstacles-là qui vont te ralentir, c'est à toi de décider dans ta tête de te mettre dans une zone de confort où tu vas te freiner. Sauf que il faut vraiment avoir une connexion avec son corps et une capacité à choisir cette juste intensité pour donner le meilleur de soi-même sur 20 heures de course, que c'est hyper sensible. Et c'est une course qui se court plus avec la tête qu'avec le corps. C'est un vrai casse-tête, l'UTMB. Il faut être très intelligent, avoir une capacité de recul énorme pour cette course-là. Et on peut toujours se dire que les coureurs sont débiles d'aller courir et que c'est complètement bête d'aller courir et qu'il faut juste mettre une jambe devant l'autre. Mais non. Faut vraiment, vraiment se poser, réfléchir et comprendre le casse-tête du truc. Et l'UTMB en particulier est un casse-tête parce que sans obstacle, ça devient compliqué. Il faut savoir à quel moment freiner, accélérer, manger. C'est une course qui est très, 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 très complexe. Et moi, je veux y retourner cette année parce qu'en 2022, je crois que j'ai compris un petit peu quelques clés du casse-tête. Que tu n'avais pas compris en 2022? Non, je n'avais pas compris. Et puis, j'ai remarqué aussi que beaucoup d'athlètes élites
qui sont bien meilleurs que moi d'un point de vue capacité de montagnard et de cardiovasculaire, mais qui n'ont pas compris le fonctionnement de l'UTMB, qui fait que ça donne beaucoup de chance à ceux qui ont un peu plus cassé le. Fait que t'as tes secrets, là. T'as tes secrets derrière toi que tu vas pas divulguer. Ah non. Ah ouais, c'est ça. Voilà. Il y a quelque chose aussi dans ça. Où est-ce que les gens sont très, très avares de leur programme d'entraînement puis de leur training. Tu sais, toi, mettons, depuis que je te suis sur Instagram, sur tes réseaux sociaux, depuis l'UTMB, justement, pas beaucoup d'idées de c'est quoi ton training, là. Tu sais, je sais pas, mettons, ton nombre de kilomètres par semaine, je sais pas c'est quoi tu fais comme intervalle versus comme dénivelé positif dans ta semaine. J'ai littéralement aucune idée de ça, à part des fois quand, mettons, à l'Ultra Trail de Cape Town, quand t'amenais ton sel avec toi pendant la reconnaissance du parcours, mettons, mais ça, c'est la limite de ce que je sais. Puis c'est la même chose pas mal à travers tous les athlètes. Puis même quand moi, j'ai nagé jusqu'à 26 ans, quand même à un bon niveau, puis personne des autres clubs partageait leurs entraînements, comme si c'était le secret le mieux gardé, là, tu sais. Pourquoi tu penses que c'est comme ça? Parce que moi, j'ai plus l'impression, toute ma carrière, je me disais, moi, je m'en fous de dire c'est quoi que je fais, ma carrière de nageur, je m'en fous de dire c'est quoi que je fais comme entraînement, parce que c'est pas l'entraînement, c'est comment tu fais l'entraînement, tu sais. Puis moi, c'est comme ça que je le voyais, mais on dirait qu'il y a comme quelque chose de... On dirait que les gens, sont comme frileux de parler de qu'est-ce qu'ils font, là. Il y a énormément, c'est vraiment une très bonne question, il y a énormément de raisons à ça. Je vais essayer de t'exposer les principales. Déjà, le monde du sport, enfin, encore plus du trail, de l'ultra trail, parce qu'on rentre dans des dimensions assez extrêmes. Les programmes, au plus tu vas loin, au plus c'est du spécifique, au plus le programme va être spécifique et individualisé à chaque personne. C'est-à-dire que même pour une même course, un UTMB, mon programme d'entraînement va pas être du tout le même qu'un autre athlète qui va aller sur l'UTMB. Mm-hmm. Donc déjà, ça c'est en fonction de la personne, de tes capacités de récupération, de ton calendrier hebdomadaire, de quand tu peux t'entraîner, comment, de ton milieu où tu habites, est-ce que tu habites à Montréal, est-ce que tu as de l'altitude, de la montagne, hein, etc. Donc c'est hyper complexe. Donc déjà... Je crois que souvent, les athlètes de haut niveau, dans mon sport en tout cas, ne partagent pas, en tout cas moi c'est ça aussi, parce que je ne veux pas influencer les autres à faire pareil que moi, parce que ce que je fais, ça me regarde comme moi. C'est pas du tout parce que je veux cacher ce que je fais, parce que, en fait, je trouve que l'humain a ce vilain défaut de chercher la pilule miracle ou une recette miracle qui fait que tu vas progresser en 3 jours. Si Mathieu Blanchard fait ça, si moi je fais la même chose, moi aussi je vais arriver 3e à l'UTMB. Et pas du tout. Il n'y a aucune recette miracle. Et la seule recette miracle, c'est de s'entraîner, bien récupérer, bien dormir, bien manger et bien penser. Et donc je veux pas influencer d'autres à faire ce que je fais, parce que c'est vrai que les volumes, ça évolue dans l'année, mais les volumes sur du spécifique proche d'une course comme l'UTMB peuvent être assez dingues sur une semaine. Mm-hmm. Et c'est quelqu'un qui part de rien, voit ça, puis dit moi aussi je veux faire 200 km. Ça va faire l'effet contraire de se dire, oh là, ok, Matt, il fait 30 heures de course dans une semaine, il faut que je fasse ça si un jour je veux courir l'UTMB. Non, pas du tout. Tu peux t'entraîner différemment, tu peux faire que du vélo si tu veux, et puis un petit peu de course aller faire un UTMB. Donc c'est vraiment une notion d'influence positive. Tu sais, j'ai Strava là, mais sur Strava, moi je vais partager plutôt que les sorties, une belle sortie que je vais faire avec des amis en fin de semaine, ou une belle course, randonnée. Mais l'entraînement aujourd'hui, je vais aller faire 3 fois 5 minutes de fractionné à plat autour de mon quartier à Montréal. Déjà, je trouve que les gens s'en foutent, puis je ne veux pas les influencer à le faire. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième, je te dirais aussi que c'est une question de temps, en fait, tout simplement. Tu sais, moi, les réseaux sociaux, j'ai une relation avec les réseaux sociaux qui est que je ne peux pas passer ma journée dessus. C'est déjà, tu sais ce que c'est là, ça t'en prend beaucoup du temps. Quand tu regardes des statistiques, tu te dis, mais voyons donc, ce temps que je passe là-dessus. Donc, le peu de temps que je vais donner aux réseaux sociaux, je veux que ça soit sur des partages d'images, de vidéos qui soient plus inspirantes pour le grand public que pour l'expert en ultra trail, tu vois. Je veux partager de belles images de la nature, d'un tour, comme tu disais, à Ultra Trail Cape Town, même si ça faisait partie de mon entraînement d'aller repérer la course, mais les belles images pour que la personne qui va regarder ça, qui n'est pas forcément sportive, se dise « Wow, c'est stylé, moi aussi j'aimerais aller un peu dans la montagne, moi j'avais ça a l'air beau. » Chaque fois que je voyais ta notification pendant que tu étais à Cape Town, je cliquais tout de suite parce que c'était vraiment comme
les images là, paradisiaques, là, des montagnes le long de la mer, c'était magnifique. C'est ça, donc ça, c'est mon objectif, de partager plus de, voilà, de la beauté de la nature, de la communauté, des valeurs qui gravitent autour de mon sport, qui ne sont pas techniques proprement parler, mais des valeurs qui s'extrapolent à tout milieu de vie, parce que je veux pas juste avoir des geeks de pace et de VMA qui s'intéressent à mon contenu. Donc voilà, c'est dans ma journée, je m'entraîne beaucoup là, ça me prend beaucoup d'énergie, penser à mon entraînement, aller le faire, tous les projets annexes, et puis peut-être à un moment donné dans la journée, je vais avoir un 30 minutes pour penser à un post, à une story, et puis là je veux le faire, voilà, des belles images plutôt que de regarder le fractionné que j'ai fait. Voilà, donc c'est un peu ça, et je pense que c'est la même chose pour, en tout cas dans mon sport, pour beaucoup d'athlètes que je vois autour de moi, montrent leur environnement d'entraînement qui est souvent assez beau comme paysage, et puis je crois que ça inspire beaucoup plus notre communauté à aimer le milieu naturel, à se sortir un peu de la ville pour aller connecter à ça que des histoires de pace et de programmes d'entraînement parfaits, recettes magiques qui n'existent finalement pas. C'est la beauté du ultra, c'est vraiment la connexion avec la nature, on dirait. Puis dans le film Confiné, moi, c'est ça qui m'a frappé. C'est vraiment, tu sais, voir le Québec de cet œil-là, de l'œil que moi, je l'ai jamais vu, tu sais, juste des shots de drones au-delà de la Gaspésie, tous ces beaux paysages-là, tu sais, la forêt, la bonne vieille forêt boréale du Québec. Je trouvais ça complètement magnifique. Puis je veux qu'on parle absolument de Confiné parce que c'est, sans l'ombre d'un doute, la chose la plus insane que j'ai vu. Là. C'est 650 km sur 7 jours avec 30 000 dénivelés positifs, une affaire de fou. Puis je veux que tu m'expliques comment tu décides de faire ça. Pourquoi? Parce que ça m'apparaît tellement surhumain comme exploit que je veux savoir la genèse de tout ça. Là. Alors la genèse est assez banale. On s'attend toujours à ce que je raconte des histoires incroyables, mais j'ai même commencé la course à pied pour perdre un peu de poids, donc voilà. Mais la genèse est assez banale finalement. C'était en 2016, moi je suis arrivé au Québec en janvier 2014, donc ça fait 2 ans que j'étais là. Je commençais à courir un petit peu, mais voilà, de manière très tranquille. Tu as commencé à courir en 2014? Ouais, c'est ça. Ça, c'est une information qui est quand même qui me fait capoter à chaque fois. Je savais pas, parce que tantôt on parlait des raisons pourquoi, mais je savais pas quand tu avais décidé de commencer. Donc c'est vraiment quand tu es arrivé au Québec, tu as commencé à courir pour justement les raisons qu'on a dit tantôt, puis finalement, le fil en aiguille, tu te rends compte que tu aimais ça, puis tu voulais pousser ça, puis commencer à faire de la compétition, puis l'ultra trail. Exact. Ouais, petite parenthèse là-dessus. Donc, 2014, j'atterris en janvier. Je viens de passer 2 ans à Paris dans une santé vodka Red Bull, pas terrible, tu vois, parce que j'étais trop stressé la semaine dans ma vie, donc je me détendais comme ça à la fin de semaine. Il n'y a rien qui détend plus qu'un Red Bull. Ouais, voilà. Mais ça me ressemblait pas, parce que dans ma jeunesse, j'ai grandi en campagne, et puis j'étais quelqu'un du plein air, puis je l'avais perdu en région parisienne, et je voulais retrouver un peu le Mathieu que j'étais avant. Ouais. Donc voilà, c'était la raison banale qui a fait que j'ai commencé la course, mais pour moi c'était un sport de transition et c'est devenu ma passion. Je l'explique pas là, c'est un coup de foudre. Tu peux pas. Mais clairement, tu devais avoir un talent vraiment au-delà de la moyenne parce que je veux dire, si tu commences à courir 5 ans plus tard ou 6 ans plus tard, t'es pas 3e au UTMB là, habituellement. Là. Mais là, avec le recul que j'en ai aujourd'hui, là, le talent que j'ai, ou la particularité, c'est d'avoir, je pense, un mental très très solide, plus qu'un physique ou une génétique particulière. Je vois, parce que quand je le voyais, quand j'allais courir avec des amis, toujours, je suis le dernier à avoir froid, à avoir chaud, à avoir mal quelque part, et quand t'as un cabochon assez solide, ben ça te permet de te pousser dans des zones qui sont pas forcément santé. Ouais. Et je dirais que ma relation à la course à pied au début, c'était catastrophique. C'était une relation amoureuse parce qu'en fait, j'avais pas compris, mais j'étais blessé tout le temps.
Ok. Je veux tellement me pousser, c'est pour ça que j'ai progressé aussi, mais c'est jamais quelque chose que je recommanderais de faire parce que ça a été une relation affreuse. J'ai les 3 premières années, les périostites, les TFL, les douleurs au genou, c'était l'enfer parce que j'ai pas laissé le temps à mon corps de s'adapter et la relation était vraiment toxique et malsaine, je trouve. Et c'est pour ça aussi que j'ai eu la chance de progresser vite, mais j'ai eu la chance aussi de pas m'arrêter, quoi, parce que j'avais tellement mal que j'aurais dû m'arrêter, mais c'était une normalité pour moi. Courir sur asphalte, ben, ça fait mal. Et puis les autres autour de moi, toutes ces croyances de la course à pied, c'est pas bon pour la santé, ça fait mal au genou. Ben, moi, je me suis dit, ok, c'est une normalité, je vais le faire jusqu'à ce que je découvre que c'est pas tout à fait ça. Mais voilà, je pense que c'est plus la tête qui était solide que la génétique physique. Ta première course, c'était un marathon? Toute première, ouais, c'est ça. Mais combien t'as fait, mettons, après ta première année? Ben, j'ai commencé à courir sur le Mont-Royal en mars 2014. J'ai fait le marathon de Montréal en septembre et je l'ai fait en 3h00. Wow! C'est ça que je veux dire, là. C'est ça que je veux dire quand je veux dire, mettons. Ok, là. Non, mais attends. Après même pas un an de course, là, tu sais. Ouais, mais. Il y avait quand même ça déjà. Là, ouais, mais je te dirais que de mars à septembre, là, quand j'ai cliqué sur le bouton, je m'inscris au marathon de Montréal, ça a fait un déclic dans ma tête et je suis devenu obsédé, un taré, un geek. Enfin, de la course, des livres, je lisais tout, je regardais toutes les vidéos YouTube. Et j'allais m'entraîner comme un Kenyan, mais sauf que j'avais jamais couru de ma vie, tu vois. Donc, mais je me souviens des douleurs, les tendons d'Achille, tout. Et je me disais, mais je veux passer à travers, je veux réussir mon marathon. Et voilà, j'ai fait un programme qui m'a permis de faire ça, là. Mais je suis curieux par rapport à ça. À refaire en arrière, je referais tout différemment, tu vois. Je me laisserais du temps, je commencerais pas par un marathon. Mais moi, j'y connaissais rien à la course à pied. Moi, je voyais des images du marathon de New York. Tu étais un surfeur du sud de la France. C'est ça, je voyais des images qu'il y avait monsieur et madame tout le monde qui faisait le marathon de New York, des jeunes, des plus âgés, des plus en forme, des moins en forme. Et je me suis dit, moi aussi, let's go, et je vais faire un marathon. Ils font en 4 heures, eux autres, la différence, c'est ça. Puis on reviendra à Confiné puis à la course en Gaspésie, mais par rapport aux blessures, parce que tu sais, plutôt on parlait du pouvoir du mental, en fait, puis tu sais, de continuer même dans la douleur, puis que c'est une phase qui va finir par passer. Mais quand est-ce qu'on sait que la douleur, c'est juste une douleur qui est normale versus une douleur qui est dangereuse pour ton corps? L'expérience aussi, quand tu commences à découvrir et puis t'entourer de professionnels de la santé, de physio, de médecins du sport, de chiro, d'ostéo, sont capables de mettre des mots sur ce que tu as quelque part dans ton corps. Ils vont te dire, ça... c'est une petite inflammation, ça va passer si tu fais ça. Ça, c'est un début de fracture de stress ou c'est un syndrome qui peut se transformer en vraie blessure. Donc, avec l'expérience et le temps, tu finis par savoir quand tu ressens quelque chose sur ton corps, si c'est un petit truc parasite ou un petit bobo qui va passer dans 2-3 jours, ou si, là, attention, il faut que je tire un petit peu la plug, que je réduise un petit peu mon volume, que je transfère sur de la natation ou du vélo parce que ça pourrait se transformer en vraie blessure. Donc, la réponse, c'est l'expérience, clairement. C'est de vivre des blessures aussi, sûrement. Tu te connectes de plus en plus à ton corps et tu sais tout de suite où tu en es lorsque tu ressens quelque chose, si c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte et s'occuper, ou tu peux passer au travers, pousser là-dessus, ça va passer. Revenons-en à Confiné. Fait qu'on... très banal l'histoire, c'est ça, très banal. Donc on est en 2016 et mon papa vient me visiter au Québec et puis on part faire le road trip gaspésien classique tout le tour de la côte là, et on s'arrête à la pointe de la Gaspésie, donc le parc de Forillon. On fait la petite randonnée là parce qu'il faut parquer la voiture un peu avant. Et j'arrive au pied du phare au bout et là il y a le panneau tu sais, qui explique le GRA1 là, où il y a la carte et puis il y a toute l'histoire de la randonnée. Qu'est-ce que c'est le GR? Kilomètre zéro là. C'est kilomètre zéro, c'est kilomètre zéro, donc c'est là le bout, parce qu'après si tu continues tu tombes dans l'eau. Là, il est plus loin. Le bout. La pointe. Et là, c'est écrit GR. GR, c'est un label, ça veut dire grande randonnée. C'est un label qui est donné par la Fédération française de randonnée, où il faut que le sentier respecte certains critères de beauté de paysage, de refuge, voilà, il faut qu'il y ait des critères respectés pour avoir le label. Et puis après, tu as des randonneurs qui, toute leur vie, c'est d'aller faire tous les GR possibles du monde entier. Je te dirais que la plupart sont en Europe et qu'en Amérique du Nord, c'est le seul qui a été labellisé pour l'instant, GR A1, donc Grande Randonnée Amérique 1. Et le seul, c'est au Québec. Donc, et puis j'ai vu ce panneau, je l'ai pris en photo et j'ai même retrouvé cette photo sur mon cell de 2016 là. Mais je me suis dit, un jour ça serait cool que je fasse des bouts de ce GR en rando pour découvrir des petits bouts. Et après,
éventuellement, avec le temps, j'ai commencé parce qu'à ce moment-là, je faisais même pas du trail, tu vois. Donc, c'est pour ça que je pensais rando. Je savais même pas que ça existait, la possibilité de courir en trail. Puis quand j'ai découvert le monde du trail, plus en 2017, où j'ai vu un peu les vedettes de ce milieu, les Kylian Jornet, François Den de ce monde, où j'ai découvert qu'ils ne faisaient pas que des courses cadrées à proprement parler, mais qu'ils faisaient aussi des aventures hors course, personnelles, où vous avez des quêtes qui n'étaient pas uniquement de performance, mais aussi de découverte, toute cette dimension d'aventure où tu perds un peu le contrôle, où tu as ce danger, où tu n'as pas de protection médicale, où c'est toi qui dois organiser ton départ, ton arrivée, tes ravitaillements. Mais c'est là que je me suis dit, moi aussi, un jour, j'aimerais vraiment faire une aventure hors course. Voilà, tête baissée à fond dans les courses parce que tu sais, la première fois qu'on t'invite à l'autre bout du monde, qu'on te paye tes avions et tout, tu es tout le temps en train de te dire oui, génial, c'est trop bien. Et j'avais mis un petit peu de ça de côté. Et puis voilà, mars 2020, j'ai une saison de course de fou à l'international. Et puis Covid, les uns derrière les autres, je reçois les courriels des directeurs de course qui me disent Matt, course annulée. Et je pense que ça a pris 3 jours pour que je me dise. En fait, c'était vraiment. Tout s'est aligné. Le gouvernement du Québec commençait à dire vous allez plus dans le sud, vous quittez plus le territoire, sinon ça va être compliqué de repasser la frontière dans l'autre sens. Tout ça fait que, ok, mais qu'est-ce que je vais faire de mon année ? J'ai envie de courir, j'ai envie de faire j'ai envie de me dépasser. Et puis le GR est tout d'un coup apparu comme une révélation, une évidence que 2020, c'est ça que j'allais faire. Faire comme mes idoles qui ont fait sur d'autres sentiers aux États-Unis ou en Corse ou ailleurs dans le monde. Moi aussi, je veux essayer mon aventure hors course, de faire quelque chose de grand qui me dépasse, qui me fait peur, dont j'ai aucun contrôle et qui est totalement expérimental. Et puis, c'est ça. Je me suis assis à table, j'ai sorti une grande map et puis j'ai commencé à bûcher là-dessus. Et ça a été une aventure incroyable parce que c'est sûr que dans le confiné, tu vois surtout... tu vois un petit peu avant parce qu'il commence en mars, mais... On pense surtout au pendant, mais le avant, ça a été un travail phénoménal. Il faut être un entrepreneur, tu montes une équipe, tu as des budgets à gérer, tu as des projets, tu as du matériel, tu as de la sécurité, tu as les assurances, tu as les calendriers. C'est phénoménal. Tu fais pas juste prendre ton sac pour y aller. Bah ouais, une course, c'est facile. Tu vas à une course, puis on te met sous l'arche de départ, et puis tu as des ravitaillements, et ça, c'est facile. Mais là, c'est ouf. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Tu as le pendant, et puis tu as le après que j'ai découvert aussi, que je n'avais pas du tout imaginé. C'est tout l'impact que tu peux avoir en termes de communication sur le projet à travers des médias classiques, des blogs et puis un film vidéo qui au début, en fait, le réalisateur il est venu et puis on commençait à tourner dans Montréal les images, tu les as vues parce qu'il n'y avait aucun char là-dedans. Les images où est-ce que tu cours dans des grosses artères je faisais Sherbrooke ou René Lévesque et puis à 5 km en plein milieu, pas une voiture et puis on disait il faut filmer ça et puis c'est de là que c'est parti et puis on a dit on va filmer tout ce qui va se passer dans la préparation, l'Ironman, un peu de dénivelé sur le Mont-Royal, l'aventure en elle-même, et on verra ce qu'on en fait après. Et c'est drôle ce que tu disais avec la nature, et ça me touche beaucoup parce que tu n'es pas le premier à me le dire, et puis beaucoup, beaucoup, beaucoup de Québécois me l'ont dit. Jérôme, Mathieu, merci pour les images que vous avez sorties de la Gaspésie, parce que pour nous, la Gaspésie, c'est les crevettes de Matane, c'est le Mont-Saint-Pierre, c'est la microbrasserie de Percé, et puis le Rocher Percé. Mais le cœur de la Gaspésie, le milieu, là où il y a les montagnes, il n'y a pas d'image. Il y a très très peu d'images parce que c'est compliqué d'aller chercher les images. C'est trop hostile, il y a tout le temps du vent, c'est humide, il y a des mouches qui te mangent, toutes tes caméras, elles n'ont plus de batterie. Il s'est tué, Jérôme, pour aller prendre ces images-là. Et puis il y a aussi une histoire de permis aussi, il fallait être accepté c'est géré par des parcs, donc faire lever le drone, tu peux pas faire ça, faut des autorisations spéciales, très compliqué. Et donc... Moi, je me rappelle, juste faire une petite parenthèse là-dessus, je me rappelle quand j'écoutais le film, je suis allé le voir au cinéma du musée, ici à Montréal, puis je me rappelle en voyant les images, me passer la réflexion de on a vraiment rien à envier à nulle part ailleurs au monde en termes de paysage, parce que on regarde des fois des vidéos de drones dans les Alpes, puis on dit c'est donc beau, puis mais honnêtement, des paysages comme ça, quelqu'un qui habite pas au Québec voit ça puis dit rêve de venir au Québec pour y aller. Là. 100%. Et puis c'est exactement ce que tu viens de dire, je l'ai reçu comme commentaire très souvent. Et sûrement du monde qui tue en France qui doivent dire que je veux aller au Québec. Ça n'a rien à envier n'importe quel... Et puis pour avoir eu la chance de pas mal crapahuter à travers le monde, tu as un contraste sur cette Gaspésie en termes de paysage et de météo qui est
des deux extrêmes que tu n'as jamais vu ça ailleurs. Tu peux avoir de la forêt très dense, tu es dans la jungle, quand tout d'un coup tu es dans une forêt de pins comme dans les Alpes, quand tout d'un coup tu es au sommet du mont Jacques-Cartier où c'est des roches alpines, où il n'y a plus d'arbres, parce que comme quand tu es en altitude, tu as le mont Albert, tu as l'impression d'être sur Mars, un peu comme si tu allais en Afrique dans certains rifts, tu as l'océan à côté, d'un coup tu arrives au bord de l'océan, comme si tu étais sur la côte, je sais pas où, en Floride ou en Californie. Puis cette diversité, elle est malade, quoi. Sur 650 km, tu fais le tour du monde, en fait. T'as pas besoin de faire le vrai tour du monde par une latitude, là, mais vraiment, sur les 650 km, tu vois tout. Et c'est ça, donc, à la fin de l'aventure, Jérôme, il est venu à la maison prendre un café, il m'a dit, Matt, j'ai 1000 heures de vidéo, là. J'ai 1000 heures de vidéo, il faut faire un film d'1 heure. Qu'est-ce qu'on fait? Et on aurait pu partir dans tellement de directions parce qu'il avait tous les sujets possibles. Et le sujet facile que tu vas souvent retrouver dans les films de sport, de freeride en ski, de trail, de mountain bike, de ce que tu veux, souvent est tourné sur la performance, sur la douleur, voilà, parce que c'est fou, ça impressionne, c'est spectaculaire, tu vois. Et au début, moi, je pensais pas partir là-dessus aussi parce que j'étais fier de ce que j'avais fait, tu vois, et puis aller faire ce sentier-là en 7 jours, alors que ça prend en moyenne 30-40 jours pour le faire, tu vois, j'étais pas peu fier de ce que j'avais réussi à faire, de par tout le travail que j'avais donné là, c'était quand même énorme. Mais très vite, on a décidé de pas aller là. De pas aller là parce qu'on s'est dit, ok, ce qu'on va faire, plutôt que de dessiner le scénario, on va plutôt essayer de se donner des objectifs de qu'est-ce qu'on veut montrer. Et les deux principaux objectifs qu'on s'est donnés, c'est de montrer d'abord la beauté du territoire, de la Gaspésie centrale, parce que il n'y avait pas d'image. Et puis même moi, quand j'ai préparé l'aventure, j'aime faire de la visualisation. J'étais pas capable. Tout sur Google Images, il n'y avait rien. Quelques images, mais aucune idée de à quoi ça ressemblait. Donc on s'est dit, là, il faut vraiment aller faire un travail aussi de recherchiste et puis de création de contenu qui n'existe pas pour montrer la beauté du territoire aux Québécois, mais aussi au monde entier. Donc ça, c'est voilà, un choix d'image déjà là-dessus. Et le deuxième objectif, c'est qu'on veut qu'à la fin, des milliers de personnes qui ont vu le film, on dépasse 50% de personnes qui ne sont pas des coureurs, grand public. Et moi, je ne sais pas si quand tu allé au cinéma du musée, j'y étais ou pas. Non, okay. Moi je suis allé quand c'est revenu après. Mais je suis allé en septembre pour faire quelques projections et puis je faisais un petit pitch en début de conférence. Et à chaque fois, je demandais dans la salle, levez la main ceux qui ne sont pas coureurs dans la salle, j'étais en 70-80% de personnes. Objectif atteint. Et le but, voilà, c'était surtout ces personnes-là que je voulais entendre, qu'on voulait entendre de qu'est-ce que vous a inspiré le film, tu vois, c'est très basique, mais on utilise la course à pied, la randonnée, la course à pied, un truc de très banal pour illustrer des valeurs et puis de vie et puis de dépassement de soi et de communauté, d'amour, d'amitié qui peuvent s'extrapoler à tout milieu de vie. Voilà, une sorte d'enseignement en utilisant quelque chose de précis banal pour atteindre et d'illustrer en image et de beau, et pas un livre de développement personnel ou de marketing trop complexe, ou si tu n'as pas fait des études ou si tu ne connais pas dans le domaine, au bout de 3 pages, tu dis ouais, c'est trop compliqué là. Et est-ce que là, tu ressens des choses, tu vois, par l'image qui fait que voilà, c'était ça. Et puis on a été assez contents parce que ça a été, c'est ce que ça a donné, tu vois, mais ça a été le choix d'image là, et puis quelles questions tu poses dans les interviews pour t'amener là, c'est de l'art. Et puis là, le réalisateur, c'est un sacré casse-tête, hein. Moi, je lui tire mon chapeau parce que pour aligner toutes ces images et puis réussir à monter ce puzzle-là, c'est quelque chose de très fort. Donc, ouais, c'est ma plus belle aventure à vie, à date, humaine, sportive, médiatique, c'est très très fort et puis ça résonne encore fort en nous. Et voilà, j'ai découvert qu'il n'y a pas que la course, la performance dans la vie, qu'aller faire s'engager dans notre sport sous un autre angle peut être très très fort aussi. Et puis aujourd'hui, ça y est, c'est en moi. T'as réveillé le monstre qui dort. Il y en a plein d'autres qui ont démarré là et qui vont arriver dans les années à venir. Il va falloir trouver un équilibre entre les courses et les aventures. Ouais. On a l'impression, en regardant le film aussi, que tout ce qui aurait pu arriver est arrivé, là, dans le sens que les intempéries météo, puis tout ça, j'ai l'impression, puis ou juste le fait de pas exactement savoir cette trail-là qui est sur papier 40 km, ça va-tu me prendre 5 heures ou ça va-tu me prendre 10 heures, puis finalement c'est plutôt 10 heures que 5 heures. Puis
Mais c'est ça, c'est une belle allégorie, comme tu dis, de la vie, en fait. Là, OK, je m'attendais que ça soit ça, mais finalement, c'est plus difficile, puis mais on continue quand même. Mais 1000 raisons par jour d'abandonner. 1000 raisons. C'est sûr. Puis on le voit vraiment dans tes moments les plus difficiles aussi, les plus sombres, là, parce que on le voit que tu as passé un cheveu aussi d'abandonner, puis que t'as pas. Puis, mais c'est ça, la beauté de te voir prendre un instant pour réfléchir à ça, puis finalement décider de continuer, faire une sieste de 20 minutes. Cette scène-là, moi, elle m'a marqué. C'est quand je vais aller faire une sieste de 10 minutes dans le truck, puis venez me réveiller dans 10 minutes plus tard. Donne-moi un autre 10. Non, mais le temps est complètement... il y a plus la notion du temps dans ces moments-là. Tu as dû peut-être le vivre quand tu as fait un peu d'ultra. Là, le temps peut se compresser quand ça va super bien, comme s'étirer très très long quand ça va pas du tout. Et à ce moment-là, 10 minutes, ça veut plus rien dire, quoi. Mais c'est ça qui est très très beau dans le film d'aventure, je trouve. Contrairement à un film classique, c'est que tu es dans la spontanéité et l'authenticité. Et puis, on ne sait pas d'avance si un film va être bon ou pas, parce que ça dépend de qu'est-ce qui va se passer. Quelle magie va arriver, quelle péripétie va arriver. Tu sais pas, est-ce que tu vas prendre une tempête, pas de tempête, est-ce que ça va être dur, pas dur. Et c'est ça qui est beau, c'est que c'est pas stagé dans une salle pour tourner du cinéma où tu vas pouvoir répéter la scène 10 fois jusqu'à ce qu'elle soit parfaite. Là, le film, c'est du one stage, one shot. À aucun moment, Jérôme m'a dit « Attends, repars en arrière, là, repasse là. » Non, t'as une shot, puis c'est la shot la plus spontanée que tu peux faire, en fait. Et c'est ça qui est beau, c'est que tu ne mens pas. Tu mens pas après sur ce que tu racontes. C'est vraiment la vérité. Puis moi, au moment où j'ai écouté le film, en fait, c'était le départ de ma rencontre avec toi, mettons, puis ma recherche pour le podcast, puis tout ça. Donc, en fait, je savais rien. Donc, je savais même pas si tu finissais la course. Je savais rien, tu sais. Puis, le film, moi, de rien savoir, je l'ai vécu quand même comme un thriller. Parce qu'il y a des moments qui, tu sais, sans vendre la mèche de tout le film, mais tu sais, il y a un moment où tu te perds aussi, où ton équipe te perd. Puis, c'est... De regarder ça, c'est stressant, là, tu sais. Puis moi, je l'ai écouté avec ma blonde aussi, puis on était... C'est tombé stressant, ce film-là. Qu'est-ce qui va se passer? Puis, tu sais, à chaque jour... On se demandait qu'est-ce qui allait arriver de nouveau, quel nouvel obstacle il va arriver, quelle intempérie va se passer, tu sais. Puis c'est vraiment... il y a vraiment quelque chose de... Comme écouter, tu sais, moi, on aime bien écouter le Tour de France, tu sais, puis c'est un peu ça, c'est toujours des revirements, des surprises, puis des courses sur plusieurs jours comme ça. Ouais, c'était vraiment stressant, puis c'était vraiment le fun à regarder, là, puis Mais ça va plus loin qu'un juste un documentaire d'une performance, mettons. C'est ça. Ça l'était stressant. Et puis je crois que à partir du moment où tu te lances sur des projets professionnels, sportifs, peu importe, qui dépassent un peu, où tu n'as pas le contrôle, où tu n'es pas expert là-dedans, où c'est à peu près expérimental pour toi parce que c'est nouveau, c'est sûr qu'il va t'arriver des choses. C'est sûr qu'il va t'arriver des choses. Voilà. Est-ce que cette course-là, en fait, est-ce que cette randonnée-là, il y a d'autres qui l'ont fait en mode le terminer le plus rapidement possible au complet. Juste après, c'est ça qui est beau aussi, c'est que c'est beau dans un cheminement de lancer aussi comme des mouvements, d'être un petit peu précurseur pour aller... Ça a marché, c'est beau parce que moi, j'ai l'impression que ma mission de vie aujourd'hui, au plus il y a des personnes qui me disent « Hey, grâce à tes images, j'ai eu le goût d'aller prendre une marche dans la montagne, dans la nature », c'est ça, voilà. Et effectivement, c'est un sentier qui était essentiellement randonné, qui n'avait jamais été couru. Donc, j'ai été le premier à me lancer là-dessus. C'est assez complexe parce que la fenêtre est assez courte. Il y a de la neige encore sur Mont-Jacques-Cartier jusqu'à juin. Donc, c'est juillet-août, la fenêtre. Et tu préfères y aller en août parce qu'en juillet, les mouches noires, elles sont vraiment... Déjà, en août, ça a été compliqué. Là, elles m'ont vraiment mené la vie dure. Mais en juillet, c'est encore pire. Et après, en septembre, la chasse reprend. Donc, tu peux pas. Voilà, donc c'est très court. Ça te prend quand même du temps à préparer. Du temps sur place, donc c'est pas tout le monde qui peut se lancer dans des aventures comme ça. Il faut avoir une famille et puis un environnement de vie qui te le permet. Et donc, juste après moi, c'est une fille qui a été le faire. Et elle l'a fait donc, dans le monde des FKT, Fastest Known Time. Il y a plusieurs catégories. Moi, j'ai fait une catégorie en gros supportée, où j'avais un crew qui venait m'apporter de la nourriture et puis des vêtements. Là où ils pouvaient me croiser, qui était assez rare quand même dans le sentier, mais il y en a des passages. Et donc, c'est Charlotte
Charlotte Paquin, je crois, faudra vérifier, Ok. l'a fait en catégorie unsupported, c'est-à-dire Hey. que Bon, elle traîne tout avec la elle. tortue avec sa carapace sur son dos, tout avec elle, son sleeping, je crois qu'elle dormait dans un hamac, et puis c'est ça, et puis Sa sa nourriture, elle l'avait fait dropper dans des box en bois anti-ours sur le chemin. Aïe, aïe. Et moi, quand j'ai écouté ça, là, que j'ai appris ça, je me suis dit, mais comment elle a fait? Parce que c'est tellement humide, t'es tellement boueux quand t'arrives le soir, que tes pieds, ils sont fripés comme si t'avais passé 10 heures dans un bain chaud, t'as envie de te sécher un peu, tu vois. Et puis, quand tu dors dehors, là, qui c'est humide, ben, tu restes humide, tu vois. Et puis ça, répété elle a pris plus de 10 jours, là. Waouh, impressionnant. Donc, cette fille a fait ça. Il y a un autre gars qui a fait aussi à peu près en même temps qu'elle, sous cette forme-là. Après, on a une très bonne coureuse au Québec qui s'appelle Anne Bouchard qui l'a fait aussi. Donc, ça y est, le mouvement est parti. Puis, puis c'est génial, c'est génial. Voilà. C'est fou. Ça me dépasse. Honnêtement, ça me dépasse des choses comme ça. Quand, dans le film, à un moment donné, on te voit, pis c'est des images prises avec vos cellulaires, je pense, parce que tu es avec quelqu'un qui t'aide, un pacer, là, si on veut. Puis vous êtes comme pris dans une tempête sur une petite cabine au sommet du mont, je me rappelle plus. Jacques Cartier. Au sommet du mont Jacques-Cartier. Puis là, ça a l'air d'être un cauchemar. Ce moment-là, où est-ce que t'as ton sel, puis vous êtes tout trempe. Puis là, c'est comme, bon, je sais pas exactement quand la tempête va arrêter, mais on est coincé ici. Puis ça paraît, puis on dirait que ce qu'on parlait tout à l'heure de comme la fluctuation des niveaux d'énergie dans une course de 20 heures, là, c'est vraiment la fluctuation de niveau d'énergie sur 7 jours complets parce que ça revient, ça finit par revenir. Puis cette expérience-là que tu parlais de dire... Parce que moi, mettons, au sommet de cette montagne-là, je fais comme, hey, venez me chercher, là, genre, c'est terminé, là, oublie ça. Mais toi, probablement que tu es capable de te dire, ça va revenir, tu sais. J'étais à deux doigts, j'avais un tracker GPS avec un bouton SOS, c'était vraiment à deux doigts d'appuyer dessus. J'ai pleuré, j'ai beaucoup pleuré. Dans les images, j'ai juste filmé le moment parce que où j'étais vraiment en mode pleurer solide. J'ai pas filmé ça parce que j'étais vraiment, c'était pas possible. Et le moment où ça allait un peu mieux, j'ai réussi à me filmer un peu. J'ai dit ça, il faut quand même que je le documente. C'est dur de sortir son téléphone ou une caméra quand tu pleures parce que t'arrives pas en fait à parler, à montrer ça. Et la cabane au sommet du Mont Jacques-Cartier nous a sauvés. S'il n'y avait pas ça, l'aventure, c'est sûr qu'on s'arrêtait, on appuyait sur la SOS, puis on venait se faire sauver. C'est des moments qui peuvent arriver et puis je sais pas, des fois je me dis, je crois, enfin faut toujours avoir un espoir et croire en cette belle étoile. Puis cette cabane qui est arrivée là, ça a été ça nous a sauvés. Une petite cabane, un petit shack. C'est un petit refuge en bois parce qu'en fait le Mont Jacques-Cartier a cette particularité d'être souvent pris dans la tempête. Il y a comme un phénomène météorologique local, microclimat qui fait ça. Et puis quand t'es en habit de trail, t'as un petit short, une petite veste, et quand la tempête elle pogne et qu'il y a de la pluie, du vent, de la brume, tout d'un coup il fait -5 et que tu peux pas courir pour te réchauffer parce que tu l'as vu, c'est un monde de roches qui glissent, comme si tu courais sur des savons et puis des roches pointues, tu tombes là-dessus, tu te coupes en deux en fait. Donc faut tenter de tenir l'équilibre, mais ça fait déjà 5 jours que tu cours, t'as fait 500 km, t'es épuisé, il fait froid. J'ai envie de pleurer en ce moment. Il n'y a pas de chemin, donc en plus ton cerveau ne fonctionne plus, t'as plus de lucidité, il n'y a pas de chemin, tu avances juste en regardant les cairns, donc des petits tas de roches qui sont gris pareil que les roches qu'il y a par terre, sauf que comme il y a de la brume, tu ne les vois pas, tu sais plus où il faut aller à droite à gauche, ton pacer, ton accompagneur, il commence à être glacé aussi, il voit plus le truc et tout, là tu te dis mais non, je vais mourir. D'un coup c'est plus drôle, moi je fais ça pour prendre du plaisir, le fun, puis quand Mais là je suis en danger. Là je suis en danger, et c'est pas... Je sais reconnaître le moment où c'est un danger qui peut être vraiment dangereux, on va dire, et où j'ai plus de fun, et là... Puis pour moi, quand j'arrive là, c'est qu'il est vraiment dangereux, je te dirais. Toi, ta limite est loin, on y arrive. Mais ça fait partie de l'aventure. Après, on n'est pas non plus inconscient dans le sens où, tu sais, aujourd'hui, tous les aventuriers, on part tous avec... Personne ne part sans GPS tracker. Aujourd'hui, moi, ça m'impressionne plus un gars qui va en Antarctique ou au pôle Nord ou dans un endroit hyper reculé parce qu'il a un GPS tracker. Il appuie sur son SOS, puis 1 heure, 2 heures après, t'as quelqu'un qui arrive. Moi, ce qui m'impressionne surtout, c'est les vrais explorateurs d'il y a 100 ans en arrière qui partaient faire ces trucs-là sans GPS tracker. Ça veut dire qu'ils sont en expé polaire ou quoi, qu'il leur arrive quelque chose, ils sont tout seuls. Ouais. Donc aujourd'hui, on a quand même cette porte de sortie qu'il faut pas oublier dans le monde de l'aventure et un peu des défis hors normes où on peut dire de l'extérieur, ils sont complètement fous de faire ça, mettre leur vie en danger, c'est débile, blablabla.
Il y a un GPS tracker qui est souvent redondant aussi, qui est connecté au service de secours local et que, dépendamment où tu es sur le monde, ça va pas prendre plus de 3 jours pour venir te chercher. À moins que tu sois vraiment, je pense que les pires endroits, c'est en très haute altitude parce que dans l'Himalaya, les hélicoptères avec l'oxygène peuvent pas se rendre et puis c'est compliqué ou peut y avoir des météos encore plus extrêmes. Mais globalement, dans le monde, tu peux venir te faire chercher, même si tu es assez reculé d'un milieu urbain, tu vois. Donc voilà, c'est une prise de risque, mais qui n'est pas non plus totalement inconsciente. Voilà, il y a quand même... voilà. Quand on voit les images du premier gars qui a monté l'Everest, là, il est genre en petit côte là, de cuirette. Là. Tu sais, puis là, tu vois maintenant, aujourd'hui, ils sont avec les masques d'oxygène, les gros habits tech. Lui, il est en petit côte de cuirette, puis c'est le premier gars qui a monté l'Everest. Il y a ça aussi, le matériel a énormément évolué. Clairement, tu le dis, c'est l'Everest, et puis tu vois comment ils étaient habillés, les gars avant dans leurs esprits. Aujourd'hui, on a des matériaux, des Gore-Tex, des plumes, le truc dans nos manteaux, c'est hyper léger, des gants énormes. On a même tu peux même avoir des résistances électriques pour te chauffer dans tes vêtements. C'est quand même impressionnant. Mais on va pas dire que c'est confortable, ça reste toujours très costaud, mais c'est plus du tout. C'est pas comparable en termes d'engagement, de folie que ce que faisaient les vrais aventuriers, les vrais explorateurs il y a 50 ans en arrière, clairement. Cette année, tu as aussi fait le légendaire Marathon des Sables. Ça, moi, parce que moi, c'était après l'UTMB, fait que j'ai commencé à te suivre, puis là, j'ai vu cette histoire-là du Marathon des Sables que j'avais déjà entendue. Là. Mais peux-tu expliquer c'est quoi le Marathon des Sables dans son essence à ceux qui nous écoutent en ce moment? Parce que ça aussi, c'est une autre affaire complètement folle. Le Marathon des Sables, c'est une grosse bête au milieu du monde de l'aventure. C'est pas uniquement dans la communauté des coureurs. Le Marathon des Sables fait partie... tu sais, des fois, il y a un peu des personnes qui veulent un peu sortir de leur zone de confort et qui vont aller taper sur un moteur de recherche. Comment sortir de sa zone de confort? Défis les plus extrêmes sur Terre, tu vois. Et puis, souvent, tu vas retrouver le Marathon des Sables. Donc, c'est pas que dans la communauté de coureurs. Et le concept est de traverser une partie du Sahara, donc un milieu des plus extrêmes en termes de chaleur et d'hostilité au monde. Sur plusieurs jours dans une autonomie quasi totale, c'est-à-dire que l'organisation va te fournir uniquement de l'eau. Donc tu as une semaine pour traverser entre 250 et 300 km dans le sable avec zéro ombre, zéro eau, et tu dois réfléchir aussi à qu'est-ce que tu vas prendre avec toi dans ton sac comme nourriture, comme... T'as pas de maison non plus, là, tu dors par terre. Le campement, les tentes vous suivent. C'est ça, ils se déplacent. Le matin, on part, et puis parce que c'est pas une boucle, c'est un point A, un point B à tous les jours, et puis on repart toujours du même endroit. Donc, quand tu pars le matin, ils prennent le campement avec les petites tentes berbères et ils les transfèrent à l'arrivée, ainsi de suite. Mais c'est spartiate, c'est des mini-tentes. C'est une toile, c'est même pas fermé, c'est une toile qui est tendue où tu as deux bords, puis le vent rentre des deux côtés, et puis la nuit, quand il y a une tempête de sable, t'en manges toute la nuit, hein, donc c'est ça. Ça n'a pas de bon sens, man, ça n'a pas de bon sens. Mais c'est assez extrême. C'est ce que tu peux imaginer. Tu es dans le désert, dans le sable, il peut faire des températures extrêmes. Le sable est mou, donc à chaque fois que tu essaies de courir, un peu comme dans la neige, là, ça t'aspire ton énergie, il n'y a pas de rebond. Tu sautes là-dessus, puis le pied s'enfonce. Donc tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ça fait encore plus monter la chaleur interne. Puis en fait... Moi, ça m'a rendu fou, la chaleur. C'est la première fois que... J'ai déjà eu chaud dans ma vie, mais je trouve que le chaud est plus dur que le froid. C'est ce que j'ai découvert au Marathon des Sables, parce que le froid, je vis à Montréal, puis je sais ce que c'est les moins 40. Ouais. Tu peux te couvrir pour pas avoir froid, tu vois, t'as une solution. Mais quand t'as chaud, il n'y a pas de solution. Une fois que t'es nu, tu vois, il n'y a plus rien à faire. Et dans le désert, il n'y a pas d'ombre. Il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas un arbre, il n'y a pas un rocher. Et quand t'as chaud, ça te rend fou, parce que là, tu dis... Habituellement, quand tu es dans quelque part où tu as chaud, tu vas te mettre à l'ombre, tu vas aller te baigner, tu vas te mettre dans l'eau, boire, faire quelque chose. Mais là, il n'y a rien. Et ça rend vraiment fou. Le mot, là, je baisse mes mots, ça peut te rendre fou, tu vois. Tu commences à divaguer et puis et tu cherches le mirage, quoi, hein, comme dans les aventures de c'est ça, exact, c'est ça. Et tu le vois pendant ta course. C'est une grosse introspection, le désert. C'est plus qu'un simple défi physique. Il y a un casse-tête là-dedans aussi, et ça faut... Je voyais une vidéo de Jim Walmsley, qui est un des meilleurs ultramarathoniens au monde, qui se prépare pour la chaleur.
puis il fait 40 degrés Celsius où est-ce qu'il est, puis il y a 2 heures de char à faire pour aller vers la trail qu'il veut s'entraîner. Il se met dans son char, il ferme les fenêtres, puis il descend sans air climatisé. Fait que genre, puis là, il se fait filmer par le gars qui filme, puis le gars qui filme... Il est plus capable. Il est plus capable. Le gars qui filme, il dit... Au début de la vidéo, il dit, c'est rare que je parle dans mes vidéos, mais faut que je vous explique ce qui s'est passé. C'est qu'on a, là, il explique ce qui s'est passé, puis il dit, on est arrivé au lieu où est-ce que normalement j'aurais filmé son training. Il dit, je délirais, là. J'étais plus capable de filmer son training. Fait que lui, il fait ça. Il conduit 2 heures dans son char. Il fait 3 heures de course à 40 degrés Celsius. Il rentre dans son char, se préparer pour la chaleur de même. C'est complètement débile. Mais Jim est un athlète d'ultra-endurance aussi. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, a aussi aujourd'hui, je pense, une connexion avec son corps telle que il a compris que le corps humain a une capacité d'adaptation incroyable, mais vraiment ça dépasse l'entendement et puis il faut le vivre pour le comprendre et c'est ça en fait, il faut lui apprendre au corps. Et tu le vois, moi quand j'arrive au Sahara et puis il y avait les Marocains, les locaux qui habitent là et pas de problème avec ça. Pas de problème, pas de lunettes de soleil, pas de casquette, ils transpirent même pas. Tu te dis mais on est pareil quoi, on est humain, tu vois. Et puis t'apprends que voilà, ton corps, ce qui fait Jim là, c'est ce qu'il faut faire pour créer une sorte d'accoutumance, activer la thermorégulation de ton corps pour pouvoir passer à travers ça. Donc c'est vrai que quand tu regardes ça de l'extérieur, tu te dis il est complètement fou, pourquoi il fait ça, ce gars-là. Mais non, en fait, parce qu'il sait que la capacité d'adaptation est énorme dans tout, dans le chaud, dans le froid, dans la douleur, dans l'adaptation tissulaire de tes muscles, tes articulations, tout peut s'adapter. C'est fou. Et inversement, j'ai le contre-exemple. Moi, j'ai plein de monde dans mon entourage qui ont fait la traversée du lac Saint-Jean. Puis, tu sais, des fois, l'eau est à 56 degrés Fahrenheit. Puis, pendant 8 heures, tu sais, c'est du stock. Là. Puis, dans la préparation, c'est des bains de glace. Puis, c'est des douches glacées. Puis, c'est de rester longtemps dans ces conditions-là à tous les jours. Tu sais, 20 minutes dans un bain glacé. Puis là, tu t'habitues tranquillement. C'est une machine complexe. Le corps, t'as tout le système nerveux qui est électrique, connexion avec le cerveau qui est une machine incompréhensible, la machine physique, et puis en fait, dès que tu stimules en dehors de ce qu'il a l'habitude de faire à tous les jours, il va créer une adaptation. Et donc tu stimules toujours dans une zone où tu es pas, il va s'adapter à ce stimuli que tu lui imposes. Puis il y a un intervenant aussi dans le film, dans Confiné, qui explique un peu ce phénomène-là aussi, tu sais, dans le fond, que c'est d'inhiber les signaux que ton cerveau t'envoie, là, finalement, là, tu sais, d'être capable de... Puis on avait reçu aussi, quand on a reçu les physios sur le podcast, ils nous expliquaient que la douleur est une émotion, tu sais, que ton cerveau t'envoie comme n'importe quelle émotion, la finalement. Joie ou la peine, mettons. Puis que c'est possible, justement, en l'entraînant de l'inhiber, de le comprendre, puis de jouer avec ça, finalement. Ouais, c'est ça. Mais c'est Blaise Dubois qui dit ça, qui est le fondateur de la Clinique du Corps et qui est un physio lui-même. Mais ça rejoint ce que je disais auparavant, où tu as une forme d'accoutumance qui peut se faire vis-à-vis de la douleur. Et moi, c'est une quête que j'ai encore aujourd'hui, à laquelle j'ai pas de réponse et où j'ai du mal à trouver des réponses dans la science. Comme je disais, on grandit tous dans une société qui est assez protectrice, qui fait que notre barrière de protection est très très loin de la véritable barrière de danger. Bon, quand tu commences à sortir un petit peu de chez vous, tu commences à un petit peu la pousser cette barrière. Mais en fait, d'après ce que dit Blaise aussi, c'est que normalement, le corps est assez bien fait pour, une fois que tu arrives à la vraie barrière où tu vas te mettre en danger, là, il y aura quelque chose qui va faire que tu vas devoir t'arrêter. Et moi, c'est une quête pour moi parce que je suis jamais allé là encore. Tu veux y aller? Je veux y aller, mais en même temps, c'est quelque chose que c'est assez paradoxal parce que tu dis mais non, tu veux pas aller là parce que tu te mets en danger, mais en même temps, si tu vas là, on te dit que tu vas pas être vraiment en danger parce que la vraie barrière, quand elle va arriver, tu vas t'arrêter. Mais c'est une quête qui est quand même intéressante, les limites, voilà, les vraies limites, on va se dire là. Trouver la limite, la limite de l'être humain. Tu joues avec ces buffers-là et moi, ça me passionne. Il y a un de mes auteurs préférés sur qui que j'ai étudié pendant ma maîtrise, qui s'appelle Hunter S. Thompson. Lui, il faisait cette analogie-là exactement pour prendre une courbe en moto. Il dit, prendre une courbe en moto, il y a une vitesse qui va te faire tomber.
il y en a une qui va te faire tomber. Sauf que pour les seuls qui savent c'est quoi cette vitesse-là, c'est ceux qui sont passés par-dessus. Ah oui. Fait que c'est ceux qui sont tombés puis qui se sont tués en moto. Tu sais, parce que si tu y vas un petit peu plus bas, tu tombes pas. Fait que tu sais pas c'est laquelle, tu sais. Ça fait partie du cheminement. Ça fait partie du cheminement aussi de se crasher un petit peu aussi pour se rendre compte que c'est après ce crash-là, j'arrive à me relever, c'est que finalement, c'était pas celle-là. C'était pas celle-là le crash, ouais. Mais si tu vraiment, tu peux pas te relever, que t'as pas cette capacité de prendre du recul sur ce qui s'est passé pour reprendre ton virage sous un autre angle avec une autre limite, ben c'est que c'était la bonne ou la vraie ou pas la vraie limite, tu vois. Ouais. Mais c'est passionnant. C'est passionnant. J'avais ces réflexions-là. Moi, dans le fond, je suis arrivé hier d'une semaine de vacances, là, de pures vacances, vraiment. Dans le sud, là, vraiment en mode tout inclus. Là, puis là, je réfléchissais à ça parce que là, c'est vraiment dans un monde complètement artificiel où est-ce que tout est à ta portée tout le temps. T'as faim, t'as juste à tendre la main, puis tu peux manger à volonté. Puis tout est beau, tout est vraiment fait pour que la vie soit le plus facile possible. T'sais. Puis là, j'étais là dans ce monde artificiel-là où tout est parfait, finalement, tout est le plus confortable possible. Je me sentais pas créatif, je me sentais pas inspiré, je me sentais pas dans des conditions où est-ce que j'allais créer quelque chose d'important ou de grand là, dans ce contexte-là. Puis là, je me suis mis à réfléchir sur la plupart des grands artistes ou des personnes qui ont marqué l'histoire. Souvent, tu regardes en arrière, puis ils n'ont pas la vie la plus facile possible. Souvent, c'est des gens qui ont eu des grands obstacles, qui ont eu des difficultés, qui ont eu ci, qui ont eu ça, puis que ces difficultés-là les ont poussés à créer ou les a amenés dans une zone qui a fait qu'ils n'ont pas eu le choix de faire quelque chose pour se sortir de la situation dans laquelle ils étaient. Puis même les entrepreneurs à succès, ils se mettent en danger. Ben c'est ça. Tout le temps. Puis comme tu dis, dans la société où est-ce qu'on est maintenant, j'ai l'impression que on écarte parce qu'on en a le luxe le plus possible les difficultés, puis les enfants qui grandissent aujourd'hui, ils grandissent dans un contexte beaucoup plus facile que, mettons, un enfant v'là 300 ans, mettons, ou à n'importe quelle autre époque, j'imagine. Donc, on la connaît, comme tu dis, de moins en moins, cette difficulté-là, puis j'ai l'impression qu'on a un peu besoin de la vivre pour pas juste être un humain un peu oisif, là, puis un peu, justement, sans aspiration plus que comme juste exister, puis juste comme vivre de plaisir en plaisir, mettons, puis que ça en reste là. Fait que, puis j'ai l'impression que la course dans ce monde-là, ou n'importe quel sport, n'importe quel dépassement, en fait, ces difficultés-là font un peu, quand il n'y en a pas qui nous est imposer, c'est imposer soi-même. C'est un peu ça. J'ai l'impression, le Ultra Trail ou n'importe quel défi qu'on se lance, c'est comme... Je pense qu'on a besoin de difficultés, d'obstacles pour comme grandir, puis vu qu'il y en a de moins en moins, il faut s'en créer, tu sais. C'est un peu pour ça. Quelle bonne réflexion. Non, mais moi, j'aime beaucoup. Puis non, mais quelle bonne réflexion, man. Nice. Moi, j'aime beaucoup. Et puis, je te rejoins. En fait, ce que je veux te répondre, c'est que ce que tu as ressenti dans le Sud, c'est que ton instinct te rattrape. Ton instinct te rattrape. L'analyse que j'en ai de ce que tu viens de dire, c'est que notre société a évolué dans une modernité beaucoup plus vite que notre capacité à s'adapter à ce nouveau monde-là. Pour moi, on est encore... je me pose beaucoup de questions et je suis passionné de connaissances scientifiques, et puis il faut être très humble là-dedans parce qu'un jour, on peut dire qu'une étude, ben voilà, c'est ça, et puis tout d'un coup, une nouvelle étude arrive, et puis non, finalement, c'est pas ça. Donc oui, il y a la connaissance, il faut quand même rester assez ouvert là-dessus, mais ça reste que on vient de la nature. À l'origine, il n'y a pas si longtemps, finalement, quand tu regardes à l'échelle planétaire. À l'échelle, voilà. Il n'y a pas si longtemps, on était encore des nomades dans le bois. Et pour vivre ou survivre, à faire de l'activité physique toute la journée. On ne parle pas de sport, là, juste le mouvement corporel. Ouais. Pour se déplacer, pour chasser, pour fuir. Essayer vraiment, il n'y a pas si longtemps. Et souvent, quand je me pose des questions un peu complexes sur
un sujet lié au sport, à la santé, et puis j'y arrive pas, ça me fait mal à la tête, les études divergent, convergent, et au bout d'un moment, je me pose, je prends du recul, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils faisaient eux avant, à l'époque où il n'y avait pas toute cette modernité autour de nous, ces épiceries, la nourriture à profusion, les trucs ultra confortables, et je trouve des réponses comme ça. Et aujourd'hui, il y a quelques études qui prouvent qu'on a des adaptations encore aujourd'hui, donc ça montre qu'il n'y a pas si longtemps, de musculaire, articulaire et puis tissulaire pour courir. Pour courir, pour se déplacer et pas pour rester assis longtemps. On n'a pas encore le corps qui est adapté à la position assise. Et puis aujourd'hui, on s'adapte un petit peu, peut-être de manière contre nature, à cette société moderne, mais on se fait rattraper par cet instinct. Pour rester dans mon domaine, là, après, il y a plein dans la quête du bonheur, il y en a énormément des possibilités, des directions, mais juste on va rester dans le mien de domaine. L'activité physique, pour moi, est vitale sur ta santé physique et mentale, et la connexion à la nature aussi. Donc c'est pour ça que l'activité physique, c'est génial d'aller faire du sport, de la natation, du basket, du handball, du hockey, mais t'es à l'intérieur dans une salle, donc c'est bien, mais il faut rajouter cette couche aussi de connexion à la nature qui est vitale aussi pour moi, et je crois qu'aujourd'hui on n'est pas fait pour passer autant de temps à l'intérieur, entre des murs qui nous séparent du monde naturel. Et puis je crois qu'il n'y a personne aujourd'hui qui, quand il va prendre une marche dans le bois, quand il revient, il est pas trop bien crinqué, t'es créatif, tu as de l'air qui te rentre dans le cerveau, tes sens sont en éveil, et puis tu reviens, t'es heureux. Et je peux comprendre cette... Moi, je l'ai un petit peu moins aujourd'hui parce que je passe tellement de temps en nature que j'ai oublié cette sensation d'étouffement et d'affranchissement du besoin vital et naturel. Et c'est ça. Pour moi, l'analyse que j'en ai de ce que tu as ressenti, c'est que finalement, ce détachement à notre instinct primaire, qui est encore trop présent en nous, et on ne sait pas encore à s'adapter à cette modernité qui fait que on a des dérives physiques de par des maladies et puis mentales de par des troubles divers qui se passent dans la tête. Et puis c'est de retourner finalement à l'état naturel. C'est pas ce que je dis, mais tu sais, c'est à la portée de tout le monde. On ne dit pas d'aller habiter dans une grotte, mais c'est à la portée de tout le monde d'aller prendre une marche. On ne dit pas d'aller courir des ultras, d'aller faire du vélo, de la natation, traverser le lac Saint-Jean, mais juste d'aller prendre... C'est obligatoire. Moi, je te dis là, j'ai mon calendrier qui est très, très, très chargé parce que je suis multi-projet, un peu hyperactif. Mais dans mon calendrier, là, quand je vais dans la nature ou faire mon entraînement, c'est un rendez-vous professionnel que j'ai. Il est écrit dans mon calendrier. Et c'est le même rendez-vous que, tu vas chez le coiffeur, ou tu vas chez le banquier, ou tu vas faire un IRM à l'hôpital, tu le rates pas ton rendez-vous, tu vois, ou tu as un rendez-vous avec ton employeur, ou je sais pas quoi, tu le rates pas. Mais moi, c'est un rendez-vous pour moi parce que c'est mon rendez-vous de santé physique et de rendez-vous mental. Il y a personne qui va prendre ce rendez-vous à cette place. Et puis quand mon téléphone, il me dit un quart d'heure avant, hey, t'as ton rendez-vous avec toi-même pour ta santé, j'y vais. J'y vais, il est dans mon calendrier. Il est dans mon calendrier à tous les jours, et c'est ça, c'est vital. Et puis moi ça me le nombre d'heures qu'on passe assis, ça me rend fou en fait. Et puis j'étais là-dedans aussi avant. Tu te rends compte, tu regardes une journée assez classique, tu te lèves le matin, tu t'assois pour prendre ton café ou ton petit déjeuner, tu prends ton char ou ton métro pour te rendre à ton activité professionnelle. Tu arrives à ton activité professionnelle, tu es assis le matin, tu te lèves pour aller prendre un petit café, mais tu te rassois encore. Tu te rassois pour luncher, tu te rassois l'après-midi, tu te rassois dans ton char dans l'autre sens, tu te rassois pour souper le soir, tu te rassois pour regarder ton Netflix ou lire ton livre le soir. Moi, c'est mon avis, mais je ressens qu'on n'est pas fait pour ce mode de vie-là, en fait. Juste le fait que tu sois venu à la course ici, tu sais, t'es parti de chez vous, t'es venu à la course, c'est comme inhabituel. En fait, c'est probablement le premier invité qu'on a reçu qui est venu, qui est parti du plateau puis qui est venu ici à la course. Puis... Mais c'est ça, au final, c'est comme le moyen de transport le plus primaire, le plus de base, le plus naturel, puis on l'oublie, puis tu sais, puis ça t'a sûrement pris moins de temps que ça t'aurait pris en métro. Petite anecdote, quand j'étais dans mon bureau d'ingénierie à Ville-Saint-Laurent, le mouvement qui s'appelait Commute Running je pense que c'est un peu à Montréal que ça a démarré, il y avait quelques précurseurs de ça, et puis j'ai lu des articles, et je me disais, aller au travail en courant, mais
Je comprenais pas, tu vois. J'avais la chance d'avoir une douche au bureau. Je dis, je vais l'essayer. Et effectivement, en courant, j'allais plus vite que... alors, la voiture pouvait être équivalent au vélo le jour où il n'y a pas de trafic. Mais à une heure de pointe de trafic, en courant, j'étais plus vite que si je faisais voiture ou métro plus le changement avec le bus. Donc, 1, tu gagnes du temps. 2, je peux vous assurer, et bon là c'est l'expérience qui parle, je vais pas le prouver, mais j'arrive au travail, j'ai une énergie, j'ai déjà dans ma tête pensé à ma journée, résoudre tous mes problèmes, je suis en réunion d'ouverture de la journée, hyper craqué, puis que du positif. Donc c'était devenu mon mode de transport naturel, de me déplacer en courant. Et puis c'est vrai que dans l'ingénierie, c'était complexe parce que parfois, j'avais des rendez-vous avec des clients où on parlait de projets à plusieurs millions de dollars. Et puis, la convention veut qu'il faut arriver avec une cravate et une chemise. T'arrives avec ton petit kit Salomon, là. Alors, au début, ce que je faisais, c'est que je transportais dans mon sac. Mais à la fin, j'expliquais en fait à mes clients et puis à mes partenaires la raison pour laquelle j'avais cet accoutrement-là. Et c'était super pour briser la glace. Ah oui. Et puis les gars adoraient en fait. Et puis ils n'estimaient pas la qualité de notre travail d'ingénierie à finalement notre habillement. Et puis, puis depuis ce jour, il y a mon costard cravate dans mon armoire. Il est au fond de l'armoire. J'ai jamais plus ressorti. T'imagines la révolution. Monde, tu sais, mettons, si tout le monde à Montréal se mettait à courir mettons 50% du monde. Ou à se déplacer en vélo, comment le monde, on résout tellement de problèmes de santé, tu prêches un convaincu. environnemental. C'est une révolution, la plus grande révolution qui pourrait C'est la plus grande révolution de l'histoire de l'humanité. Après c'est facile à dire, mais courir, c'est pas facile. Faire du vélo, c'est pas facile. La ville est pas du tout encore adaptée à ça. C'est clairement, surtout en Amérique du Nord, c'est la voiture qui est reine là-dedans. Et puis, tu es tout le temps à 2 doigts de te faire tuer quand tu roules. Fait que surtout avec c'est pas simple. Mais c'est sûr que tu prêches un convaincu que se bouger, faire de l'activité physique de par ton déplacement pour aller d'un point A à un point B, c'est clairement vital. Mais moi, je peux comprendre aussi celui qui a toujours été un petit peu sédentaire, qui a du mal à s'y mettre et qui a un environnement urbain qui n'est pas du tout adapté à cette pratique-là. Ça me fait capoter. Mais en même temps, tu sais, toi, c'est 5 kilos là, de chez vous. 5 kilos, c'est très accessible. Tu sais, pour quelqu'un, mais c'est sûr que pour quelqu'un qui n'a jamais rien fait, quelqu'un qui veut s'y mettre au bout de 2 mois, c'est un 5 kilos qui est très facile à faire sans même transpirer de manière très confortable. Si tu restes dans une zone assez basse, je n'ai pas transpiré en venant ici, j'ai écouté un petit podcast et puis c'est ça. Ce moment-là, c'est même pas une pierre 2 coups, c'est une pierre 100 coups. Tu vas être créatif, donc pour créer des projets dingues. Moi, des fois, je me dis, il faut que je facture mes heures de course, le nombre de projets que j'ai développés dans mes moments. Parce que tu es avec toi-même, il n'y a aucun... Tu remarqueras quand tu es chez vous, en voiture, tu as toujours une interaction avec un panneau publicitaire, une affaire qui te notifie quelque part, qui fait que tu n'arrives jamais à rentrer profondément dans une réflexion de créativité ou de résolution de problématiques. Et puis, quand tu vas faire du sport, du vélo, de la course à pied, c'est vraiment un moment avec toi-même qu'il n'y a personne qui va venir te déranger là-dedans. À moins que vraiment tu te colles le téléphone à la face et que tu actives les notifications, il va continuer à arrêter de sonner, mais tu fais l'effort de couper ton vibreur et de rester avec moi-même. Et on dirait que le fait d'être dans un mouvement, en fait, qui est un peu plus rapide que l'arrêt, ouvre des portes de réflexion qui facilitent la créativité et la réflexion. Donc c'est ça. Et c'est un enchaînement en fait. C'est un peu, tu dis, mais c'est le fait la poule. Est-ce que je peux pas aller faire du sport parce que je suis pas en santé? Tu vois, j'ai pas la capacité. Mais en fait, non, fais le sport et puis tu vas être en santé. Tu vois. Et, il y a toujours quelque chose que tu peux, peu importe le niveau où tu es, toujours quelque chose que tu peux faire pour te dépasser, ne serait-ce que pour un autre, ça pourrait être rien, mais pour toi, ça peut être juste un petit quelque chose qui fait que chacun d'aller prendre une marche. Chacun a son objectif et un objectif, l'ambition d'un objectif est propre à soi-même. Et c'est pour ça aussi ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, à aucun moment, je mets vraiment jamais l'accent sur... je cours des dizaines de kilomètres, des dizaines de milliers de mètres de dénivelé parce qu'on s'en fout au final, parce que ça, c'est mon objectif qui est à moi. Mais
c'est très très puissant aussi pour une personne qui n'a jamais fait de sport. On va reprendre l'exemple de la course et qui se donne l'objectif dans 3 mois d'aller courir en 5 km. C'est un objectif faramineux pour lui, tu vois. Et puis... C'est bien plus impressionnant ça que quelqu'un qui est déjà en forme qui fait un marathon. Enfin, j'essaie d'en trouver, mais est-ce qu'il y a vraiment des excuses? Moi, j'écoute des podcasts, il y a un Français là qui est amputé des 2 bras, des 2 jambes, qui a traversé la Manche en nageant. Là. Mon petit frère aussi, il a perdu sa jambe, il continue à faire du sport. Récemment, je suis allé voir une petite fille, Sarah Lou, qui a malheureusement eu récemment un cancer très grave. Mais elle continue, tu vois. C'est tragique les handicaps et les maladies qu'on peut avoir, mais tu peux t'adapter à ce que tu as dans un objectif qui est ambitieux pour toi, qui peut être de simplement te déplacer juste de 3 mètres autour de ta table, quoi. Puis, quelque chose que je t'ai déjà entendu dire, puis que je me suis vraiment reconnu là-dedans, qui peut aussi apaiser la conscience de quelqu'un qui a envie de débuter, tu sais. Moi, je vais jamais courir avec des gens, puis ça, même avant de t'entendre dire ça, sur le podcast encore de Grand Écart de Jean-Philippe Vautier, moi, je vais jamais courir avec des gens, puis les fois où je l'ai fait, je l'ai toujours regretté parce que je cours trop vite quand il y a des gens. Puis quand je suis tout seul, je suis capable de vraiment mettre lent, là, tu sais, lent pour mon pace, mettons, là, tu sais, mais vraiment lent, puis de pas me sentir coupable, de pas accélérer, de pas racer. Puis quand tu vas lent, c'est le fun. C'est vraiment le fun, tu sais, de pas donner d'effort, de juste courir, bouger, être en mobilité, faire lever tes pulsations cardiaques un petit peu, mais être lent. Puis je sais que toi, c'est quelque chose que tu disais aussi sur le podcast Jean-Philippe Vautier, tu sais, on s'entend, là, t'es un coureur professionnel, là, puis les groupes de course à Montréal courent trop vite pour toi, là, tu sais. C'est très puissant ce que tu dis, et c'est très très important aussi, je suis heureux que tu t'en ailles là. On est aussi une société de performance dans tout domaine, et aujourd'hui la relation qu'on peut avoir au sport est liée à la performance, en tout cas ce que le grand public peut avoir, et j'ai l'impression que la course à pied, c'est le basic, c'est tu pars 1 heure courir, je sais pas pourquoi ça doit tomber rond, 1 heure courir, et pendant 1 heure c'est ça une séance de course pour quelqu'un qui connaît pas le sport. Mais en fait non, c'est pas ça. C'est pas ça. Bon, toi, je pense que tu as un petit peu plus aussi de connaissances. Un bagage de sport. Là, de sportif, de connaissances, qui fait qu'il y a aussi un intérêt de développement de performance, de courir lentement. Mais dans une optique de simplement se tenir en santé, on n'a pas besoin de s'arracher 1 heure. C'est énorme, 1 heure de course à pied quand on a eu une vie qui n'était pas de coureur dans le passé. C'est énorme en termes de charge tissulaire sur le corps. C'est monstrueux. C'est sûr que tu vas te blesser et au final, tu auras tout perdu parce que ça va être trop dur mentalement, ça va être trop dur physiquement. Tu vas te faire mal et tu ne vas pas y retourner. Donc c'est ça. Et courir lentement, effectivement, c'est le fun parce que quand tu n'es pas essoufflé, tu arrives à te connecter à ton environnement. Ouais, exact. De par ce que tu vas voir. Quand tu es pété, t'as pas... Quand tu as envie de vomir, tu penses juste à ça. Quand tu es pété, tu vois un magnifique paysage, ben, il est fade. Il est totalement fade, tu t'en fous, tu regardes rien. Ce que tu écoutes aussi, tu es ailleurs, là, tu es juste en train de survivre. Tandis que quand tu vas plus tranquillement, oh tiens, nouveau restaurant par-ci, oh le Mont-Royal c'est joli, oh, un raccoon. Puis tu écoutes des podcasts, tu écoutes de la musique, puis tu es vraiment, tu te rends dans une dimension qui est beaucoup plus confortable et qui fait qu'au final, c'est mieux de faire tous les jours 10 minutes qu'une fois le Sunday Run, là, 1 heure ponctuellement, clairement. Ouais. Et c'est sûr que c'est paradoxal pour un athlète de haut niveau de se dire mais je vais pas courir avec vous parce que vous courez trop vite. Et ils rigolent, les gens, je le disais dans le podcast de Jean-Philippe Vautier. Mais c'est vrai, c'est pas une blague. C'est que mon plus gros... Faut que je fasse des gros volumes d'entraînement hebdomadaire. Et si je fais ces gros volumes dans ce 1 heure de... ben, je vais avoir une fatigue neurologique, je vais avoir une fatigue physique. Non, c'est pas bien. Donc le gros volume, faut que je le fasse dans une zone ultra confortable pour moi. Et cette zone ultra confortable pour moi est trop lente par rapport à mes amis avec qui je vais courir. Parce qu'ils sont toujours dans cette zone qui est la zone classique de la performance. Voilà. Je pense que c'est une question d'ego, tout ça aussi. Ah, tout à fait. Une question d'ego, et puis t'acceptes pas d'y aller, de courir à une vitesse qui est plus lente que si tu marchais vite, ou te faire doubler par une personne âgée, ou voilà. Non, on a tous des égos qui font que même dans le sport, on n'arrive pas à être assez doux avec soi-même pour accepter le fait d'aller tout simplement courir doucement. Mm-hmm. Puis les gens aussi qui commencent, c'est Arnaud Soli qui parlait de ça. Lui a commencé à courir aussi, un humoriste québécois. Puis
lui, il avait pas compris la différence entre jogger puis courir. Fait que lui, il pensait que courir, mettons, aller courir un 5 km, c'est les genoux hauts, grande foulée, talons aux fesses, là, tu sais. Puis il disait, moi, je courais, je voulais courir un 5 km. Après 2 km, j'avais envie de vomir. C'est comme, ouais, c'est parce que là, tu cours. Tu jogues pas, tu cours, là, tu sais. Puis courir, c'est tough, là, tu sais. Puis c'est vraiment, puis ça aussi, c'est une différence. Il y a beaucoup de monde qui m'écrivent en faisant, genre, je fais 5 minutes puis j'ai envie de vomir. C'est clairement que tu vas trop vite, là. C'est sûr, c'est ça l'affaire, là. Le corps n'aime pas non plus trop de répétitions. Et puis, je pense que vous connaissez ça dans la natation, les syndromes de l'épaule, des douleurs, tout ça. Course, même chose. Si tu réussis finalement, par rapport au fait que tu vas jogger, courir, à avoir cette connexion où c'est assez fin, mais je pense que c'est pareil dans la natation, tu changes un angle d'1 millimètre qui va venir tirer l'épaule différemment. Mais en course à pied, pareil, tu vas changer un petit peu l'angle à laquelle ton pied va frapper le sol. Mais au niveau de la charge tissulaire sur le choc, tout ce qui va remonter de la cheville jusqu'à ton cou, mais en changeant une petite affaire de comment tu vas placer tes mains, tes pieds, mais tu vas répartir la charge et le stimuli, ce qui fait que tu vas progresser plus. C'est la même chose dans tous les sports. Et il n'y a pas one pace, one technique dans la course, même si encore une fois, pour quelqu'un qui ne connaît pas, ça paraît d'être un truc très banal de courir, très bête. Et puis moi, j'étais le premier à penser ça au début, mais c'est beaucoup plus technique et complexe que ce qu'on peut l'imaginer si on veut faire les choses correctement, sans se faire mal et puis que ça soit durable, quoi. Ouais. T'as lancé cette semaine, ou t'as annoncé en fait ton projet qui était ton podcast Dans mon bain. T'as lancé ça avec le premier épisode. Dans le fond, corrige-moi si je me trompe, c'est un podcast où est-ce que tu vas un peu behind the scenes de ce que les gens peuvent voir s'ils suivent ta carrière. Ton premier épisode, je l'ai écouté sur mon jog avant hier. Où est-ce que tu nous amènes avec toi derrière l'aventure du Ultra Trail Cape Town. Puis d'où t'es venue l'idée, puis qu'est-ce que tu souhaites en faire de ce podcast-là? Mais j'en ai déjà répondu au tout début de notre échange. On parlait de pourquoi tu partages pas, tout ça. C'est aussi une question de temps et moi, j'aime beaucoup l'entourage familial, amical, mais la communauté aussi, les inconnus. Tu le sais aussi sur les réseaux. Moi, je reçois des messages ça me booste d'une force quand quelqu'un me dit merci en ayant vu ça, moi aussi, blablabla. Voilà. Et je veux. Ils me donnent tellement d'énergie que moi, je veux leur en rendre aussi. Et puis, j'aimerais en donner plus. Mais il y a une question de temps aussi. Et ça a été une grosse réflexion sur mon pourquoi aussi. On en parlait tout à l'heure. Mais en 2021, j'ai été sollicité beaucoup de questions. Et comment ci, et comment ça, et comment tu manges, et comment tu dors, et nanani, nanana. Et les athlètes de haut niveau, c'est des machines, c'est des extraterrestres. Mais voilà, bon, bref. Grosse réflexion et je me suis dit mais comment je peux partager plus d'une manière qui va pas me prendre trop d'énergie. Les objectifs c'était backstage, vraiment le inside, tout ça et de fil en aiguille, le podcast a été pour moi le canal le plus simple, qui allait me prendre le moins d'énergie, qui allait me montrer le plus cet envers du décor. Après, je suis pas parti tout seul, je suis allé avec des experts du domaine. Moi, j'y connais rien, je fais juste enregistrer le truc. Mais l'idée, c'est ça en fait. C'est vraiment, je trouve que c'est très, très original d'humaniser le sport de haut niveau. Et parce que je pense que ce que je vis tous les jours, c'est que c'est très humain là. J'ai un petit problème qu'ils ont, aucunement d'un super-héros. Voilà. Et je pense que c'est la même chose dans tous les sports. Et j'ai envie de partager ça en toute spontanéité. Et puis je stage rien du tout. Là, je vais aller tout à l'heure à mon entraînement de track. Je vais allumer le micro et puis je vais écouter le coach ce qu'il va dire. On va enregistrer les échanges que j'ai avec. Et puis voilà, c'est ça l'idée, c'est de partager plus l'envers du décor pour répondre à toutes ces questions auxquelles je n'ai pas pu répondre depuis 2-3 ans et que je suis frustré de ne pas le faire parce que je n'ai pas le temps. Et j'espère, là j'ai un peu synthétisé toutes ces questions qui me reviennent, tenter d'y répondre à travers ce podcast. Alors on l'a quand même limité, on l'a assez ciblé puisqu'il devrait prendre fin à l'UTMB 2022 et au moins c'est du concret, tu vois, ça nous donne une feuille de route et un fil conducteur. C'est une recette, voilà, peu importe que ce soit du sport. Moi, ma recette, je me fixe un objectif dans le temps, hyper ambitieux pour moi, qui est l'UTMB 2022 fin août. C'est comme si tu te fixais un objectif entrepreneurial, ce que tu veux. Et puis, quel cheminement je vais avoir dans ma vie
à tous les jours pour tenter d'aller atteindre réussir cet objectif à la hauteur que je me le suis fixé. Et voilà, ça c'est basic. C'est encore une histoire de course qui est très banale, mais qui sera peut-être fort de sens en termes d'illustration de valeur de vie. Donc c'est tout nouveau, ça part. On va essayer de faire 2 épisodes par mois. Le prochain épisode, c'est je peux le teaser, c'est l'importance dans une année où tu es très, passionné par quelque chose, d'avoir une coupure très forte, très marquée. Voilà. Donc je parle du Québec, de pourquoi je passe l'hiver ici, des activités qu'on peut faire, de pourquoi il faut couper dans la tête, dans le corps, tout ça. Donc c'est un peu training hivernal, hiver. On parlait de ski de fond, voilà, donc c'est ça. Très cool. Moi, en tout cas, j'ai vraiment aimé ça. Les gens qui nous écoutent, évidemment, c'est des gens qui aiment les podcasts parce qu'ils sont rendus à 1h40 de podcast, là. Mais je vous invite à aller écouter ça. Puis ça, c'est un pilote. Le premier, là, on l'a fait vraiment... Mais c'était super. Pour moi, dans le langage de podcast, ils appellent ça le pilote, les gars qui montent ça, là. Mais pour moi, c'est un brouillon. Je suis pas très fier parce que voilà, on l'a fait un peu comme ça, un peu au dernier moment, la course en Afrique du Sud. Mais il nous fallait quelque chose. Si on voulait démarrer quelque chose, présenter quelque chose, on essayait. Puis maintenant, c'est sûr que la société qui produit ça, c'est des professionnels, c'est leur métier. Vous savez ce que c'est. Il va falloir les rémunérer pour qu'ils fassent le montage de mes trucs. Donc, grâce à ce pilote, on espère trouver le partenaire qui va bien pour pouvoir financer le projet, quoi. Je veux avoir... J'ai 2 dernières questions, Dom, si t'en as, n'hésite pas avant de te laisser aller. La première, c'est je veux avoir ta recette de purée de patates douces, s'il vous plaît. En fait, la recette, c'est pas moi qui l'ai, c'est ma compagne, mais les ingrédients, je peux les donner, mais là, ça a mis plusieurs années à régler, plusieurs courses à régler le dosage, parce qu'il y a des aliments qui sont très forts en goût, mais en gros, c'est de la patate douce, c'est de la carotte, c'est de la betterave, c'est du gingembre, c'est du curcuma et un peu de sel. Voilà, maintenant, c'est juste trouver les justes dosages pour pas que ça soit trop fort en gingembre ou en curcuma, et puis c'est un goût qui... Déjà, d'un point de vue macro-nutritionnel, micro-nutritionnel, c'est parfait. Tu as tout là-dedans. Première chose, vitamines, électrolytes. Donc ça, c'est premier objectif rempli. Deuxième, en termes de texture, quand tu es sur un effort d'ultra-endurance, tu n'es plus capable. Donc ça s'avale sans mâcher. C'est facile à avaler, la texture. Je ne sais pas, ça glisse tout seul. Et troisième, c'est en termes de goût aussi. À un moment donné, quand tu es loin, là, quand c'est trop prononcé sur le sucre ou le sel, tu n'es plus capable. Et puis là, c'est un goût qui est assez neutre, je dirais, pour pas trop te voilà. Donc... encore une fois, on cherche cette pilule miracle qui va nous faire courir plus vite, nous faire enlever les douleurs, nous faire booster, mais en fait, c'est une purée très basique. Et puis voilà, c'est ça. Et je suis content parce que ça fait longtemps que j'ai mes amis de la petite entreprise de nutrition NAC montréalaise que j'adore. Et ils sont sympas parce qu'on s'est dit, OK, on va essayer de faire une purée un peu inspirée de ce truc-là. Mais qu'on puisse avoir avec nous dans une petite poche comme une poche que les bébés mangent là, et c'est assez nouveau dans le sport en France. Tu peux se mettre avec toi dans exactement, parce que c'est sûr que c'est pas facile des fois quand tu es dans une course ou tu es dans une chambre d'hôtel où tu n'as pas de quoi faire cuire et tout ça, donc ça serait bien de pouvoir l'embarquer avec soi. Donc voilà, peut-être qu'on espère à la fin de l'année avoir un prototype de sac qu'on peut s'embarquer avec nous, et moi c'est sûr que c'est ce que j'utiliserai parce que c'est parfait, quoi. Ouais. Très, très cool. Moi, je me demandais si, en fait, là, j'ai l'impression, je pense que ton objectif principal en ce moment, c'est vraiment le Mont Blanc 2022. Ouais. Est-ce que tu as d'autres projets aussi d'aventure, un peu comme ce que il y en a un là qui démarre dans 1 mois, et je te dirais que ça fait 2 mois que je dors plus déjà à cause de ça. Qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de ça? Non, mais parce que je vais l'annoncer bientôt, mais c'est parce que je le dis dans le confiné, il me semble, j'aime pas trop annoncer les projets trop à l'avance, parce qu'après, tout d'un coup, j'ai une pression à la fois médiatique et de communauté qui est contre-productive pour moi. Tu disais que la question, est-ce que t'es prêt? C'était une question qui était... C'est la pire, c'est ce que je dis, c'est la pire. Ouais. C'est vrai, c'est angoissante parce que tu sais pas courir. Quand tu vas sur un objectif ambitieux, tu peux pas être prêt, sinon c'est pas ambitieux. D'accord. Et donc c'est pour ça que j'ai pas annoncé. Mais en gros, j'ai un projet à plus long. Il y a plein de raisons. Il y a tellement de raisons. Je suis passionné par la culture autochtone. Ok, les Inuits, c'est quelque chose qui me. Vous avez dû comprendre. Moi, je suis passionné par la nature et puis des communautés qui fonctionnent avec la nature, dans la nature. Et puis voilà, pour moi, c'est très puissant.
Je suis passionné par le Québec, je suis passionné par l'aventure, je suis passionné par... Voilà. Et, T'es passionné par les moins 35. Là. voilà. Et je suis passionné par l'océan aussi. Donc voilà l'histoire. Je suis passionné par l'océan aussi. Je suis plongeur sous-marin, apnéiste. C'est ma vie, les poissons. Et par la montagne aussi. Puis mon cœur balance entre les deux. Et j'essaye à travers un projet peut-être un peu artistique ou de vie de connecter les deux éléments. Et ça sera probablement à travers un projet plus artistique de film, un peu comme une sortie de l'eau à la Darwin, d'un poisson qui sort de l'eau, mais un peu en accéléré, que d'un coup il a des pattes et puis il peut marcher sur la terre. Mais souvent, quand je vais à des courses, la montagne est très proche de l'eau, pour ne pas dire directement tombe dans l'eau. Et l'idée serait d'être sous l'eau, dans une interaction un petit peu... naturel, en apnée, pieds nus, en train de grimper. T'as des montagnes sous l'eau, quand c'est très clair, là tu peux sortir de l'eau, puis commencer à monter la montagne jusqu'au sommet. Et de plus en plus profond et de plus en plus haut en montagne. Et jusqu'à une certaine montagne que j'ai en tête, là, qui est encore un petit peu secrète, mais qui me demandera d'avoir des compétences en expédition polaire et en alpinisme que je n'ai pas aujourd'hui. Et puis c'est un domaine qui est très complexe techniquement, très dangereux, enfin pas dangereux, mais une gestion du risque. Et il est temps que je commence à apprendre ça, donc ça c'est une raison aussi. Une autre raison assez banale, c'est que j'ai rencontré un aventurier de métier, là, une sorte de Mike Horn, mais plus jeune, qui s'appelle Louri Lag, qui est un très bon copain, qui était avec moi au Marathon des Sables. Et on avait trop chaud et on n'en pouvait plus. La banalité, c'est que je lui ai dit, Louri, vas-y, je vais à Montréal cet hiver, viens, on se fait une petite aventure polaire, parce que lui, il a une expertise là-dedans. Et donc tout ça fait qu'on part fin février faire une expé polaire au nord du Québec. Voilà, donc tirer une poulka par moins 40 pendant une quinzaine de jours. Voilà, et c'est encore une fois comme confiné, ça va être le fil conducteur de l'histoire, une aventure de dépassement de soi physique extrême, mais avec autour des connexions qui vont se faire avec le territoire local. C'est un territoire Innu. On va aller au réservoir Manicouagan, l'œil du Québec, là, la météorite qui est frappée là. C'est la 5e réserve mondiale de l'UNESCO. Il y a énormément de recherches scientifiques qui est fait là. Il y a un patrimoine, il y a une culture, il y a des activités écotouristiques. Il y a une diversité, une richesse locale, alors qu'on peut se dire le blanc c'est un désert, mais non, c'est très 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 puissant. Et à travers cette histoire, on veut aller raconter ça. Ça se passe dans un mois, ça va être très gros, ça a pris une grosse ampleur avec les joueurs qu'il y a dans le projet là. Et je commence à ne pas endormir la nuit, donc c'est mon indicateur que c'est le bon projet. C'est le bon projet. Et si vous me posez la question, est-ce que je m'entraîne ou quoi, je vais juste m'entraîner un petit peu physiquement, ça fait partie de ma vie. Mais j'ai volontairement décidé de ne rien apprendre sur le polaire. Parce qu'il y a énormément de livres et déjà de vidéos qui sont un petit peu explicatifs de comment monter ta tente avec tes moufles, par moins 40, comment... Je veux volontairement ne rien savoir pour que les images qu'on va ressortir, que ça soit... tu sais, c'est comme si toi, tu connais rien en polaire et que tu te dises, mais si j'avais été à sa place, ça aurait été la même chose, tu vois. Je veux vivre la découverte du truc. Et puis comme aussi... il y a très longtemps en arrière, sur les peuples Innu ancestrales qui se déplaçaient, du père, la mère qui transmettait le savoir à ses enfants, mais Louri, c'est une histoire de partage aussi, va m'apprendre ça, et puis voilà, c'est le projet, puis il s'appelle, mais je crois que c'est la première fois que je vais le dire, il s'appelle Wapapunan, qui veut dire dans le blanc de l'œil en langage Innu, en langue Innu. Et donc voilà, le fil conducteur est d'aller faire le tour au complet de l'œil du Québec, cette météorite qui a frappé le Québec il y a 250 millions d'années en arrière et qui fait une périphérie d'environ 250 km. Donc voilà. Wow. Incroyable. On a hâte d'avoir ça, vraiment. Incroyable. Ouais. On va faire au mieux pour partager un maximum du avant, pendant, après, mais là le truc c'est que c'est du polaire. T'auras pas de story Instagram. Et vous habitez à Montréal, tu sais, quand tu sors ton cellulaire, au bout de 5 secondes il crash, les batteries, et puis on n'a pas, pour recharger, on va avoir un petit panneau solaire, mais ça va être très 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 complexe. C'est un gros défi d'aller chercher des images de ce truc là, donc on travaille fort en ce moment là-dessus et on espère que ça va être grandiose. Incroyable. Wow. Mathieu, merci infiniment de nous parler, d'avoir pris ton horaire chargé. Là, tu t'en vas direct là t'entraîner. Ouais. Merci vraiment, pour vrai. Merci.
Merci à vous pour l'accueil. Et puis, j'ai découvert votre podcast parce que. C'est bon pour la culture québécoise si tu veux te coller à la culture québécoise. J'aime beaucoup. Et puis, vous posez des questions très pertinentes et vous avez des intervenants qui. Waouh! Ouais, merci beaucoup. C'est puissant, là. C'est vraiment des. Bravo, les gars. Je suis fier d'avoir eu aussi d'être dans cette lignée de personnes qui sont venues ici chez vous et ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Yeah. C'était du contenu excellent. Ah, c'est tout un podcast qu'on vient d'avoir. Oh yeah. Si vous voulez plus de contenu excellent, comme ce que vous venez d'entendre, allez sur notre Patreon. Sur notre Patreon, vous pouvez vous abonner pour 3$ par mois. C'est ça, 3$? Ouais, 3$ par mois. 3$ par mois et vous avez les podcasts en avance. Ça veut dire que vous êtes les premiers de votre groupe d'amis à avoir écouté les podcasts. Puis vous allez pouvoir avoir une avance. Quand vous allez, tu sais, la dynamique entre les amis, c'est tout le temps d'avoir une avance sur les autres. Tu veux toujours avoir une avance sur les gens autour de toi. Ben, avec Patreon, tu as une avance sur l'humanité complète. Puis, en plus, parce que là, je sais que le podcast finit, vous voulez nous entendre jaser davantage, on fait encore moins de filtres après chaque podcast. Fait que là, on vient de finir de tourner le podcast. On va en jaser, on va chiller. Nicole, il est plus là maintenant. Encore moins de filtres, il travaille à la place. De temps en temps, il est là. Mais on jase, on parle de la conversation qu'on vient d'avoir. Mais ça, si vous voulez avoir accès à ça, ben, heureusement pour nous, malheureusement pour vous, c'est exclusif sur Patreon. Fait qu'il faut s'abonner. Abonnez-vous.